question existentielle. Est-ce qu'un chef comme vous préfère manger ou cuisiner? Aujourd'hui, je cuisine plus, enfin beaucoup moins. Ouais. Et on aime manger. Quand on aime cuisiner, on aime manger quoi qu'il arrive. Donc, c'est normal que vous n'avez pas votre micro là? Ouais, il est caché, vous avez Ah vu. d'accord, pardon. Bonsoir, Je croyais chef. qu'il était tombé. Bonsoir. Bonsoir, Yves Gomez. Bon, chef légendaire mythique de l'Elysée, 25 ans, et on est au salon de l'agriculture. Et là, on mange. Hein. Là, c'est une semaine où vous prenez du poids, non? Moi, j'ai pris du poids toute ma vie. Mais Ah bon? le salon de l'agriculture, c'est le lieu où on va à la rencontre. Alors là, on est sur le stand des régions. Ouais. Dans le hall des régions, on est sur la région de France regarde, avec, il y a des boudins. avec les jeunes agriculteurs de France. Donc on goûte des produits d'Île-de-France. Mais le salon de l'agriculture, c'est là où on rencontre celles et ceux qui font, qui produisent, qui transforment et même qui peuvent distribuer. C'est pour ça que c'est bien d'être là quand on s'intéresse au monde de l'alimentation. Il faut savoir que nos agriculteurs, ils produisent à manger. Donc ils ont besoin de rencontrer toute la chaîne, aussi bien ceux qui transforment que les consommateurs. Donc c'est le lieu où il faut venir. Quand vous mangez, vous, est-ce que vous réfléchissez parce que vous êtes pro et donc vous dites ah là ça manque de sel, hein, ou vous arrivez à manger instinctif quoi, plaisir et vous y pensez même pas? Non mais l'un n'empêche pas l'autre, essayez. Vous pouvez prendre du plaisir en réfléchissant. Oui, mais par exemple moi quand je regarde un reportage à la télé, je vois les petites erreurs, les petits machins, parce que c'est mon forcément, boulot. forcément, ça fait Voilà. partie. Ou les petits trucs quoi. On comprend les enjeux de cette alimentation, on sait comment c'est fait. Je me suis fait la réflexion sur le pâté de tête, Ouais. justement en me disant tiens il est très bon, il a la bonne température, il a la bonne texture, il est pas ouais congélifié. Je vais le goûter, j'ai pas pris. Goûter le pâté de tête. Ouais. Donc bien évidemment on pense à ça. Mais après on prend du plaisir à penser à tout ça justement parce qu'on se rend compte du travail qu'il y a derrière. On se rend compte justement du temps que l'artisan a passé, du temps que les éleveurs ont passé à faire tout ça. Et c'est ce qui fait qu'on apprécie celles et ceux une fois de plus qui nous produisent à manger et que quand on apprécie cette gastronomie. Est-ce que vous arrivez à manger en discutant et en n'y pensant pas? Ouais, regardez, je vous crache dessus depuis tout à l'heure. C'est vrai que vous commencez fort. J'ai la Vous bouche commencez pleine. fort. Non, mais bien sûr, heureusement qu'on peut. Ouais. Vous savez, on parle de souveraineté alimentaire. Je pense qu'il faut moins intellectualiser l'acte de manger. C'est important. c'est-à-dire C'est important. Il faut y réfléchir. Ouais. Mais après, c'est le besoin le plus vital après respirer. C'est-à-dire que apprendre à manger, il faut une éducation à l'alimentation. Mais manger, vous y arrivez très bien. Tout le monde y arrive sur cette planète depuis des siècles, des millénaires, des millions d'années. Donc arriver à un moment, l'alimentation, elle doit être bonne. Bonne pour vous, Oui. bonne pour l'autre, bonne pour l'environnement. Mais après, souvent les gens me disent ah mais moi je connais pas, je sais pas, j'apprécie pas. Non, c'est bon ou c'est pas bon, vous aimez ou vous aimez pas. Et les Ça peut questions être de aussi goût, simple que et ça. tous les goûts sont dans la nature, bien évidemment. Ouais. Après c'est un peu facile, j'aime pas. Il faut quand même être capable de l'expliquer, de l'exprimer. Non, c'est comme Non. l'art. Il n'y a pas besoin. Vous êtes devant un tableau, vous écoutez une musique, vous ressentez quelque chose ou pas. Vous n'avez pas besoin forcément de soit savoir le faire, soit savoir l'expliquer. Heureusement, quand on cuisine pour les gens ils disent ah, mais ça je sais pas faire. Bah, heureusement, ça vous seriez à ma place. Ouais. Enfin, donc c'est exactement la même chose. Quand vous écoutez quelqu'un qui joue du piano, c'est pas parce que vous savez pas jouer du piano ou que vous savez même pas ce que c'est que les notes que vous pouvez pas ne pas apprécier. Et ben l'alimentation c'est exactement pareil. Prenez du plaisir. Arrêtons de réfléchir un petit peu de trop. Est-ce Ah. que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Bon alors qu'est-ce qu'on là on mange, on va manger le Bon, pâté voilà, de tête, le là boudin justement on n'a noir, pas là, trop on y va. réfléchi, Ouais. on n'a pas travaillé la diététique, là on est dans le boudin, la charcuterie, le pâté de Ouais, là, tête, c'est un petit les fromage, fromages là. d'Île-de-France, Ça, c'est un brie, ça, hein. quelques chips, oui parce que là vous êtes sur le stand d'Île-de-France, donc on a des fromages d'Île-de-France, on a quelques fromages qui ne sont pas d'Île-de-France, le brie, moi. comme celui-ci, le Sainte-Maure de Touraine, des chips, on a du jus de pomme d'Île-de-France et ils ont amené du champagne qui n'est pas d'Île-de-France non plus. On s'en sert un bout quoi. Ah bah vous prenez tout ce que vous voulez bien sûr, Avec modération. Hein. toujours avec modération. Est-ce que la France est vraiment le pays de la gastronomie? Vous allez me dire oui, mais j'ai plein de questions parce que je suis pas certain. Non mais je vais vous dire oui, je vais vous expliquer pourquoi. Ouais. C'est pas parce qu'on est le pays de la gastronomie que les autres gastronomies ne sont pas bonnes. Il y a des très Oui. bonnes gastronomies partout. Oui. Et c'est un sujet franco-français toujours de savoir où est-ce qu'on se trouve. Des classements, savoir où est-ce qu'on est. On aime bien. On aime bien. Mais quand je rencontre que ce soit les chefs du monde entier, les producteurs, les vignerons du monde entier, pour eux il n'y a pas de sujet. Un vigneron qui fait du vin dans la Napa Valley ou en Afrique du Sud, son modèle idéal c'est du vin français. Et d'ailleurs ils ont tous appris un moment avec soit un maître de chef, soit ils sont venus se former en France. Pareil pour les chefs, quand vous rencontrez les chefs à l'international, soit eux, soit leur mentor est venu se former en France à rencontrer les chefs français. Donc oui, la gastronomie française rayonne à travers le monde et attire. Alors, la gastronomie française, les producteurs de talent, vous, les grands chefs, très bien. Mais est-ce qu'une gastronomie, c'est que ça? C'est pas aussi les gens qui font
et qui mangent chez eux. Et est-ce que les Français savent? Quand on dit la gastronomie, c'est dans sa globalité, c'est dans l'étymologie du mot, amuser son estomac. C'est ça la gastronomie. La gastronomie, c'est pas que les grands restaurants ou la haute gastronomie. D'accord. Et ben alors, est-ce que les gens qui cuisinent chez eux et tous savent encore le faire? On espère surtout qu'on va changer beaucoup de choses avec l'éducation à l'alimentation. Moi, je milite pour qu'il y ait une éducation à l'alimentation obligatoire depuis de nombreuses années. Pour ça, mais à un moment de gastronomie, ça peut être une bonne baguette comme on a là. La baguette, le savoir-faire de la baguette qui ont été reconnus par l'UNESCO. Voilà. Donc les savoir-faire de la baguette, c'est quoi? C'est des gens qui font du blé. Donc c'est déjà qui travaillent le blé. Ce sont les meuniers, le lévurier, l'artisan boulanger jusqu'au consommateur. Un bon morceau de pain avec un bon morceau de fromage avec un bon jambon blanc. Ça c'est un bon moment de la gastronomie. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des grands plats avec tout un décorum. C'est bien aussi, mais la gastronomie ce n'est pas que ça. La gastronomie c'est chaque moment, chaque prise alimentaire. Est-ce que je fais plaisir étymologiquement à mon estomac? Est-ce que les Français savent encore manger et savent cuisiner deux? Pas assez, bien évidemment, on n'en serait pas là. Moins qu'avant. Bien évidemment. Alors, je ne vais pas vous embêter avec les chiffres, mais j'ai participé au rapport de l'Institut Montaigne. 18% des moins de 21 ans, des jeunes filles, 17% des jeunes garçons de moins de 21 ans en France sont obèses. Le rapport de l'Institut Montaigne nous a expliqué que le diabète et le cholestérol dû à la mauvaise alimentation a coûté en 2024 125 milliards d'euros. Donc c'est forcément qu'on a un problème. Il faut avoir déjà, je pense, l'humilité de reconnaître que tout ce qu'on fait depuis des années ne fonctionne pas. On n'en serait pas là aujourd'hui. Donc bien évidemment, il faut réapprendre à manger. Bien évidemment, il faut éduquer à l'alimentation. Et vous êtes sur le salon de l'agriculture où le sujet, c'est de pousser justement les agriculteurs à monter la qualité et ainsi de suite avec moins d'intrants, de travailler sur l'écologie, l'impact environnemental de notre alimentation. Mais pour ça, il faut que les gens puissent la manger. Il faut que les gens la réclament. Un agriculteur aujourd'hui, il fait tout simplement ce qui se vend et ce qu'on lui demande. Donc c'est dans la globalité qu'il faut voir tout ça. Il y a une facilité pour les Français, à manger de la merde. Parce que c'est simple, parce que c'est là, je l'achète, je le prends. Non mais c'est un choix. Consommer, c'est un acte politique. On parle du mot de consommateur. Quand vous faites une prise alimentaire, quelle qu'elle soit, vous devez vous poser une question très simple. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est trop gras, trop sucré, trop salé? Si c'est une fois de temps en temps, c'est pas très grave. Si vous mangez des fast-food toute la journée, vous savez que ça va pas aller. Est-ce que c'est bon pour l'autre? Est-ce que ce que j'achète, on en tire une bonne rémunération? Quand il y a un leader en supermarché qui fait de la pub pour un rôti de porc à 6 € le kilo, forcément le producteur il gagne pas sa vie, donc c'est pas bon pour l'autre. Est-ce que c'est bon pour l'environnement? Pas bien compliqué à comprendre. D'où est-ce que ça vient? Comment est-ce que ça a été poussé, pêché, élevé, chassé, ainsi de suite. Si c'est non une fois de temps en temps, c'est pas très grave, on va pas vous empêcher de boire du café parce qu'on n'en fait pas en Ile-de-France. Mais si chaque prise alimentaire c'est pas bon pour vous, pas bon pour l'autre, pas bon pour l'environnement, c'est que vous n'allez pas sur le bon chemin. Ça c'est la première question sur savoir manger, savoir cuisiner. Est-ce que c'est un truc qui se perd? Non mais c'est vrai. C'est quand même assez simple. Enfin, je vais pas vous dire. Vous dites que c'est simple. On n'opère pas des gens à cœur ouvert. Cuisiner, tout le monde sait cuisiner partout sur cette terre depuis des générations et des générations. Et je pense que plus ou moins bien. Avant, mais maintenant je vais au supermarché, je me prends mon truc, je le mets au micro-ondes, j'appelle pas ça cuisiner. Non, c'est pas cuisiner, c'est pas ça cuisiner. Maintenant, il y a quand même des gens qui arrivent. Enfin, on le voit, l'engouement pour la cuisine. Ça se perd peut-être dans la transmission des familles. Voilà, dans les familles. Mais après, il y a de plus en plus de gens qui regardent les émissions de télé, qui essayent de cuisiner, qui achètent des livres de cuisine, qui prennent des cours de cuisine. Donc je pense pas qu'on perde cette transmission. C'est la façon de transmettre qui a changé. Après, vous savez, moi je voyage beaucoup. J'ai une école au Sénégal. Je suis allé manger dans un village. Ils n'ont pas pris des cours de cuisine. Non, ils font à manger, c'est très bon. Et ça se transmet de génération en en génération. le plat de surgelé qui peut aller. C'est pour ça qu'ils continuent à cuisiner. Ils ont pas. Mais ça n'empêche pas que, oui, peut-être dans les années 60-70, il y a eu ce blocage en disant après tout, on ne cuisine plus, on l'achète, c'est la facilité. Aujourd'hui, on revient. Les jeunes générations sont demandeurs. Regardez ici, quand vous regardez, il y a des jeunes. Ils apprécient la bonne cuisine, ils apprécient le bon manger, ils apprécient le bon produit du terroir. Donc c'est quand même quelque chose qui, heureusement, revient. On se prend un dernier morceau, puis on commence à partir dans le salon. Ouais. Bon, moi, j'adore le boudin. Et puis, je vais prendre quand même un petit verre de quelque chose, quoi. On ne soit pas assoiffé en partant. Allez. Oula. Oulala. Il était peut-être un peu chaud, celui-là. Est-ce qu'on peut avoir un petit bout de champagne? Légèrement poussé, celui-là. Bon, bah, c'est parfait. Et puis moi, je monte parce qu'on va parler de ça. À la table du destin, c'est votre livre. C'est bien. Ouais. Santé, hein. On y va, on avance dans le salon? Allez, on avance dans le salon. Allez, c'est parti. Hop. Non. Voilà, j'ai posé. Bonjour. Le président il arrive à ce moment-là. Salut Guillaume. Tu vas? Tu vas bien? Président de la
C'est le président de la FNSEA. Voilà. C'est le patron. Bonjour. On est en direct sur le Figaro avec Guillaume Gomez. Ah bah tiens, je vous mets un petit micro, vous avez une petite seconde. Le pauvre, parce qu'après, On fait ça vite. Hein. Ouais, Bon, alors, pour Guillaume, je ne refuse est-ce que c'est rien. quand même une réussite ce salon cette année? Malgré, En tous les cas, c'est une réussite sur le plan de la convivialité et du plaisir de se retrouver. Maintenant, il y a une réalité, c'est qu'il n'y a pas de vaches cette année. Et un salon sans vaches, c'est quand même un salon qui a une saveur particulière. Et puis, par ailleurs, si on est content d'accueillir tous les gens qui viennent pour déguster les bons produits, pour voir ce qu'est la réalité du monde agricole, il y a quand même des réalités difficiles dans le monde agricole en ce moment. Et nous, on a une pensée pour tous ceux qui n'ont pas pu venir au salon et qui, en ce moment, se posent des questions sur l'avenir du métier. Voilà, donc c'est un sentiment un peu ambivalent. Ouais. vous connaissez tous les deux Guillaume? Oui, bien Est-ce sûr. que vous travaillez, vous en tant que chef de l'idée, je travaillais avec les syndicats, oui ou non? Ou finalement, tant que vous étiez dans ce poste-là, pas tellement? Non, j'ai pas commencé à rencontrer les syndicats et les agriculteurs parce que j'ai un salon. Je m'intéresse quand vous êtes cuisinier, vous vous intéressez aux produits et aux femmes et aux hommes qui les font. Donc bien évidemment que ce discours avec la FNSEA, avec les jeunes agriculteurs, il s'est fait depuis longtemps. C'est pour ça qu'on a été accueillis par l'ancien président des GIA. C'est des gens que je côtoie, que je connais depuis longtemps et depuis que le président a pris son poste, bien évidemment, on se rencontre déjà à chaque fois ici sur le salon. Nous on rencontre les producteurs et les agriculteurs. Vous savez, il n'y a pas de gastronomie française. J'ai souvent eu l'occasion de le dire. Si la gastronomie française était une équipe, l'agriculture en serait la capitaine. Nous, on ne peut rien faire sans celles et ceux qui font. Nous, il faut nous amener les produits, il faut nous amener les vins, il faut amener tout ça. On fait de la gastronomie, on ne peut pas le faire sans l'amour. Donc c'est quelque chose d'important et bien évidemment, on se parle depuis toujours. Le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est comment est-ce qu'on emmène le consommateur vers la gastronomie et l'alimentation que l'on souhaite, cette alimentation plus engagée en termes de santé, de société et bien sûr d'environnement. Dans les personnalités publiques qui parlent, il y a beaucoup de chefs qui vous soutiennent. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a d'autres secteurs, d'autres métiers ou des gens qui viennent vous voir, contrairement des acteurs, des chanteurs, parce que le chef, on dit naturellement, oui, il vient, c'est des personnalités, maintenant ils sont reconnus. Et les autres, est-ce qu'ils vous soutiennent? Je crois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent. Hein. Traditionnellement, il y a énormément de Français qui viennent au salon parce qu'ils y trouvent, regardez autour de vous, hein, de la convivialité, du partage, des moments communs. Et si les chefs, parce que Guillaume disait, on a besoin des agriculteurs, mais nous on produit un produit brut. Et on a besoin aussi de gens pour le sublimer. Et je pense aux chefs, mais je pense aussi à tous ceux qui au quotidien valorisent nos produits. Et puis moi je le dis aussi à destination des consommateurs qui toujours nous disent on aime bien les agriculteurs. La réalité c'est que dans leur acte d'achat c'est parfois un peu plus là aussi C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est juste du bon sens. Et puis après il y a plein de gens qui nous ont soutenus. Là ça fait 3 hivers que les agriculteurs sont dehors. Moi j'ai reçu énormément de témoignages de soutien de gens qui sont assez éloignés de nos métiers mais qui disent faites ce que vous faites, ça a du sens et on a envie que ça continue, même si par ailleurs c'est un peu difficile. Merci beaucoup, merci de nous avoir accordé quelques merci temps. Guillaume d'avoir Merci passé un peu de temps. président. Allez, Merci, à bientôt. Sur le président de la FNSEA. Allez, on y va, on croise du beau monde ici. Ah bah, C'est le salon de l'agriculture. Bon alors là, on est un peu sur le salon fin de soirée. Est-ce qu'on n'entrait pas à l'étage? Est-ce qu'il paraît qu'il y a une petite soirée là-haut et puis après on va voir les bêtes? Alors si on monte, Je pense que c'est là. Je sais pas si là on a les escaliers, c'est les toilettes. Et alors, je montre quand même. Qu'est-ce qui pousse Faut pas me montrer à moi, faut le montrer à la Oui, caméra. bah, regarde, il est là, hop. Qu'est-ce qui pousse un homme à écrire sa biographie? Déjà l'argent, avant tout. C'est important de le préciser Oui. à vos téléspectateurs. Je le dis dans les premières pages, allez-y. Merci beaucoup. Julien, après vous, on coupera. Non, là, c'est de l'autre si on côté. passe par là, ça va pas passer. Non, moi je donne l'intégralité des droits d'auteur de Julien, mes livres. passe devant, parce que sinon, Courez alors. Courez Caroline. La oui, pauvre. votre attaché de presse qui est là. Bah oui, Parce qu'elle a Caroline. peur que vous disiez des bêtises. Voilà, on l'affiche parce que Non, comme elle nous elle suit, moi je m'accompagne. l'affiche. Elle m'accompagne, déjà ça a permis qu'on se retrouve parce que vous nous aviez donné un faux point de rendez-vous. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Donc on a eu du mal à se Caroline trouver. est là pour qu'on arrive à se retrouver. Bon, alors, non, mais c'est vrai. Non, alors pourquoi? Alors déjà, moi je donne livre. l'intégralité des droits d'auteur de mes livres pour des associations. J'ai 2 D'accord. écoles à Madagascar, une au Cameroun. Donc je sors un livre chaque année. Donc pour parce que l'argent les droits et pour les d'auteur. autres. Ah bah, j'ai pas dit que c'était pour moi, j'ai dit que je le faisais pour l'argent. J'ai jamais dit que c'était pour moi. Bien J'ai sûr. fait pour l'argent, pour les autres en effet. Ensuite, j'arrive à biographie. un point de ma vie, j'ai 47 ans, beaucoup plus que vous, où justement, je trouvais qu'il était temps peut-être de dire certaines choses. Il y a des textes dans ce livre qui sont écrits depuis des années. Ouais. Il y a certains textes c'est vrai qui remontent à plus de 20 ans, qui n'étaient pas destinés à être publiés un jour. D'accord. Et j'ai 2 filles, et vous verrez dans le livre, et donc je termine le livre par une lettre à mes filles. Et en fait, c'était un point de vie, j'ai 47 ans, sans être pessimiste, et on peut se dire bien sûr que ça peut s'arrêter à tout moment, mais je trouve qu'il était temps de dire les choses. Et j'ai été convaincu aussi par une personne, Françoise Smadja, qui est venue me voir. Et parce que je suis porte-parole. Non, c'est par là, là, vous allez aux toilettes. Ah non, je crois qu'on Le va 7-3. au sommet, non? Ouais, mais on peut pas par ici. Ah, c'est pas par là qu'on va au sommet? Non. Ah, par où on va au sommet alors?
On a perdu Caroline. Bon, bah, c'est pas grave. Non, Notre le sommet, non. on est obligé de ressortir. Ah, c'est vrai? Ouais. Alors, on va essayer par là-bas. Ah, mais c'est fermé ici aussi. C'est tout enchaîné. Oh là là, on est complètement bloqué. Peut-être Ouais. par là. Non, alors. par là. Ah, c'est les joies d'un salon qui ferme. Bien sûr. Puis c'est les joies du direct. Non, c'est fermé aussi. Puis ça colle par terre. Ah, peut-être qu'on va pas pouvoir monter à l'étage. Non, mais on peut monter que par le devant. C'est pour ça que je voulais qu'on aille de l'autre côté. Vous connaissez ça. Il y a un petit peu. Ça Et fait, alors, il ça peut qui y fait. avoir un petit côté frustrant parce que vous dites pas tout. Non, déjà parce que c'est pas un livre de ragot. Si vous Oui, voulez, c'est ça. Si vous voulez lire ce Est-ce qu'on livre peut sortir par en là pensant que je vais raconter. Non, c'est pareil, non. on peut pas sortir par là. Ah, non vous plus. voulez pas m'écouter Oui, je vous suis, Allez, donc on redescend allez, et on recommence. va. D'accord, bon alors je comprends. On recommence. Donc non, c'est un livre où je raconte. Françoise m'a convaincu, je suis porte-parole des apprentis de France depuis des années, je parle à beaucoup de gens dans la profession, des cuisiniers, des jeunes apprentis, et c'est vrai qu'elle pense en tout cas, et elle a réussi à me convaincre, que j'avais des choses à dire pour montrer que à partir du moment où on croit, bien sûr, un peu en ce qu'on appelle en ses rêves, mais c'est surtout à partir du moment où on pense un petit peu à sa carrière et qu'on se donne les moyens de le faire par le travail, ça permet de mener quelque part. Il n'y avait rien qui me destinait moi à être l'un des plus proches collaborateurs des 4 ça c'est ce que vous expliquez. Bah oui. Donc à un moment il a fallu y croire un petit peu, forcer un peu sa chance et bien sûr travailler. Donc ce livre il est aussi bien sûr un plaidoyer pour le travail, pour la chance et pour toutes celles et ceux. Allez, repassons par là. Hop. Allez, on y va. Et donc faut ressortir là-bas. Et donc voilà, donc c'est ça, c'est l'idée de Mais ce est-ce que livre. vous avez un... Et je raconte quelques anecdotes de l'Élysée. Alors moi, vous savez, parce que je vous écoute depuis longtemps, et à chaque fois qu'on me pose la question, vous dites ah non, je peux pas dire et tout. Non, donc je jamais m'attendais dit, à je un peux livre pas. un peu langue de bois. Si, vous dites, pas de je peux langue pas de bois. dire. Non, je peux pas je dis dire, jamais je peux pas dire. Je vous empêche jamais de poser une question. Ouais, ça c'est vrai. D'ailleurs, vous c'est vous empêchez souvent de les mêmes. répondre. Oui, Donc ça c'est c'est vrai. souvent les mêmes. Et après, j'apporte des réponses. Sauf que un chef de cuisine, quand vous avez eu la confiance d'un chef d'État, Oui, c'est ça. quel qu'il soit, c'est pas à vous de raconter soit l'intimité, soit les goûts. Moi, c'est ce que je dis souvent. Enfin, je l'ai dit aux journalistes pendant 28 ans. Si vous pensez que c'est un sujet qui peut intéresser les Français, posez-lui la question. Il est toujours devant un micro. Oui. Si vraiment votre passion c'est de savoir s'il aime les brocolis ou les frites, posez-lui la question. Il vous le dira. Bon, et à chaque fois qu'il y a un président qui s'est exprimé là-dessus, on en a servi pendant des mois, des années, partout où il allait. Oui, c'est ça. D'ailleurs, vous dites, vous parlez de la tête de veau de Jacques Chirac. La tête de veau de Jacques Chirac, on en a fait 2 fois en 12 ans. Emmanuel Macron, candidat, parce qu'il vous dit au bout d'un il est moment, suivi moi, par ça une suffit. télé, il dit « Ah, j'adore le cordon bleu ». Allez, pendant 10 ans, on nous sort que c'est son plat préféré. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc c'est sûrement pas à nous. Et on a l'expérience. On a un chef avec le club des chefs, qui est un club qui fédère les chefs de cuisine de chefs d'État. On a un chef américain qui est dans la même, enfin le chef de la Maison Blanche à l'époque, qui était français d'ailleurs, enfin suisse, qui est dans la même problématique. On demande les plats préférés, il répond pas, et il y a quand même un journaliste qui dit vous pouvez au moins nous dire ce qu'il aime pas. Il dit à l'époque, le président, je sais plus lequel c'était, il dit il aime pas les brocolis. Tous les producteurs de brocolis sont allés déverser des brocolis devant la Maison Blanche. Donc, vous voyez, c'est juste, c'est pas qu'on veut pas répondre, c'est que ça peut avoir des conséquences. Et donc notre rôle, c'est de préserver tout ce qui se passe autour de la gastronomie. Mais alors, vous avez je sais pas, un truc. Il prend des risques, hein, Julien. Ouais, vous avez vu, lui, il en marche arrière et tout. Donc on essaye par là-bas. On essaye par là. Allez. Mais alors, ça veut dire que vous êtes obligé par un secret professionnel, un truc, vous avez signé quelque chose ou non? C'est une éthique personnelle. Ah si. Non, quand vous engagez. En plus, à un moment, vous dites moi je suis habilité. On explique le niveau d'habilitation. Je suis habilité secret défense. Vous vivez dans le quotidien du chef de l'État. Donc vous avez un niveau d'habilitation. Il faut que le chef de l'État, il faut que les gens qui travaillent avec le chef de l'État peuvent vous faire confiance. Que vous soyez habilité secret défense. Pas parce que vous avez les codes nucléaires, tout simplement parce que vous voyez des choses. Vous pouvez intervenir sur des réunions. Vous rentrez au plus près quand la France organise un sommet. Je raconte un sommet qui se passe à Deauville où on sert les chefs d'État qui sont là. Il y a les chefs d'État et 4 personnes. Le chef de cuisine peut être là. Donc voilà, vous voyez, vous pouvez récupérer des notes qui sont sur les tables après s'il y a des. C'est encore plus loin. Mais... est-ce qu'on va pouvoir monter? J'ai l'impression que. Ah, on en descend, mais est-ce qu'on y monte? Ah, peut-être par les ascenseurs, regardez, il y a des gens qui attendent dans les ascenseurs. Ils vous ont dit que c'était dans cette salle-là? Bah oui, tout en haut. Bah, vous aussi, vous l'ont dit qu'ils montaient. Oui, mais est-ce que c'est pas dans la salle qui est à côté? C'est vous l'expert du salon. Hein. Non, moi je crois que c'est sur le toit. Hein. On m'a dit vue sur Paris. Ouais, mais je pense que c'est dans le. Bonjour monsieur, est-ce que vous savez où a lieu la fête des jeunes agriculteurs? Faut monter. On continue? Ça va? Bah voilà. Eh ben continuons. On continue, on monte. Là c'est vraiment pour mettre Julien à l'épreuve. Ouais, mais Julien il est capable de tout. Hein. Là l'ascenseur c'est tranquille pour lui.
Non, mais on va le faire à pied, Julien. Ah bah ouais, on va le faire à pied. Allez Julien, à pied, c'est parti. Ah, nous, on fait l'autre. Ouais, on marche sur l'autre. Malin, hein, vous avez vu, il a l'expérience. Donc ouais, classé secret défense. Mais est-ce que vous en jouez pas justement sur certains trucs qui sont pas secret défense, qui mangent ce que mange le président, c'est pas secret défense, vous voyez? Non, mais c'est pas vous qui devez juger ce qu'est secret défense ou ce qui ne l'est pas. Non. Vous avez un niveau d'habilitation secret défense, ça veut dire que ce que vous voyez, vous devez pas le dire. Vous devez pas le raconter et on rentre pas dans ce sujet. Et d'ailleurs, est-ce qu'on vous teste, pas tant que ça? On vous a testé quand vous étiez au bout d'un moment là. Ça fait partie des choses que l'on raconte pas, tout ce qui se passe. C'est en plus moi en tant que chef de cuisine. Ça veut dire oui, ça. Non, ça veut dire oui. Non, c'est tout simplement qu'en tant que chef de cuisine, je ne veux pas vous expliquer le contexte sécuritaire autour d'un chef d'État. Oui, pas ça mon vous rôle. avez raison. Je suis pas le porte-parole de la sécurité. Bien sûr. Bonsoir. C'est par ici alors. Bonjour. C'est là la soirée, monsieur? C'est là. Ah, c'est parfait. Ah ouais. Parce que c'est une fête le soir de l'agriculture, on le dit pas assez. Toujours. Ouais. Sur les petits loups. Attention. Pardon. Voilà, on voit que dalle. Ah si, regardez, on va se mettre, si on se met là, on a Le une vue pauvre Julien, magnifique. il arrive à filmer quelque chose. Mais oui, Julien, venez, chef, on va se mettre là-haut, comme ça on aura vu sur Paris. Est-ce que vous en avez, vous y repensez des fois ces années ou non, maintenant votre vie est ailleurs et on va en parler évidemment et on va retracer votre parcours, mais vous y repensez, vous dites ah tiens là en ce moment j'aimerais bien être dans la cuisine de l'Élysée. Non, déjà parce que je suis pas quelqu'un qui cultive les regrets. Ouais. Bien évidemment, j'y pense parce que vous effacez pas 28 ans de votre vie du jour au lendemain. Maintenant, moi, c'est pas quelque chose que j'ai subi, c'est quelque chose que j'ai choisi d'arrêter de travailler avec le chef de l'État. Je l'ai accompagné il y a quelques jours ici au Salon de l'Agriculture à sa demande. Donc, si j'avais voulu encore être le chef de l'Élysée, je serais encore le chef de l'Élysée. C'est que j'étais arrivé au bout de 25 ans de cuisine à l'Élysée, au bout de quelque chose, d'une histoire personnelle où j'avais envie tout simplement de donner un autre sens à ma carrière, un autre sens à ma vie. Donc moi je suis quelqu'un qui ne s'est jamais contenté des fauteuils confortables et des soupes tièdes. Donc il fallait un petit peu faire aussi preuve de congruence là-dessus, c'est-à-dire que je ne pouvais pas dire aux jeunes suivez votre destin, donnez-vous les moyens de faire quelque chose, ne vous contentez pas de ce que vous avez, et puis moi me contenter de ce que j'avais. Donc je m'applique les méthodes dont je parlais aux jeunes. Ah mais c'est vrai que vous. Parce que je reste jeune quand même. Et vous êtes très jeune, vous avez l'âge du président. On a 6 mois d'écart. Ouais, c'est marrant. Et d'ailleurs, parce que ce qui est intéressant, c'est que tout le monde se demande, ok, ce qu'il mange, mais on a envie de savoir si, moi je me dis toujours, est-ce qu'un soir vous êtes là en train de faire vos comptes en bas, vous nettoyez la cuisine, et le président qui descend, et la chemise un peu remontée, et puis qui se met à se confier, allez, on se prend un verre et on discute. C'est ça qu'on imagine de vous, en fait, dans l'Élysée. c'est bien, oui, c'est dans l'imaginaire peut-être collectif de ce que vous pouvez penser de la vie d'un président, mais c'est pas ça la vie d'un président. C'est quelqu'un qui travaille énormément. Bien sûr. L'Élysée, mais bon, peut-être l'Élysée, à minuit le soir. C'est très grand. Mais non, mais même à minuit le soir, le président il travaille à minuit le soir. Je peux vous dire, et puis il n'est pas tout seul. Il y a énormément de collaborateurs qui travaillent à minuit le soir. Et puis ceux qui le connaissent maintenant, enfin c'est pas un secret, c'est le moment aussi où il peut répondre à beaucoup de gens, où il continue de travailler. Et puis quand vous êtes le chef de cuisine de l'Élysée, vous êtes le chef de cuisine. Vous n'êtes pas l'ami du président, vous n'êtes pas son confident, vous n'êtes pas un conseiller. Vraiment pas du tout. Mais non, mais vous êtes le chef de cuisine. Non, mais bien sûr, votre rôle, c'est d'être le chef de cuisine. Bien sûr, ça c'est oui. faire à manger. Si vous posez une question, vous répondez, mais c'est pas votre rôle. J'ai eu un rôle différent lorsque j'ai été son représentant personnel et lorsque j'étais nommé ambassadeur pour lui sur le sujet de l'alimentation, où là, je donnais des propositions, je faisais passer des notes et je répondais aux questions comme peut le faire un conseiller, mais c'est pas du tout l'avis du chef de cuisine de l'Élysée. Et vous savez, l'Élysée, c'est un lieu où les gens travaillent. C'est-à-dire qu'à minuit, s'ils sont en train de travailler, ils ne sont pas arrivés à minuit pour travailler. Oui, mais lui, il travaille et il y habite. Oui, mais du coup, les repas sont faits. Souvent, les gens me demandent, mais s'ils demandent quelque chose à 2h du matin, en fait, non, c'est pas, il n'y a pas de caprice. Les gens, même s'il y en a qui travaillent encore à 2h du matin, ils le savaient à 19h qu'ils allaient rester jusqu'à 2h du matin, donc ils ont demandé à manger. Parce que votre livre commence par une scène un peu comme ça. C'est à la toute fin, parce que vous lui dites non, moi maintenant c'est terminé, je ne suis plus chef depuis 4 ans de l'Élysée, je ne veux plus être ambassadeur. Et il y a quand même une relation particulière avec Emmanuel Macron. Il vous dit qu'il vous tutoie, qu'il vous prend le bras, que... C'est sa façon de faire, ceux qui l'ont déjà rencontré. Après, mais ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose. Bien évidemment, il m'a nommé son représentant personnel. Donc forcément, ça veut dire qu'on se connaît, ça veut dire qu'il avait confiance en moi, il m'a confié une responsabilité, celle de le représenter. J'étais son premier représentant personnel. Sur la gastronomie, l'alimentation, les arts culinaires. Je commence cette scène en effet où je lui explique que non, ça y est, on a déjà eu cette conversation, j'arrête. C'est-à-dire que quand il arrive
Je l'ai connu secrétaire général adjoint Oui, à bien sûr, l'Élysée. à l'Élysée. On a 6 mois De d'écart. François Hollande, oui. Donc forcément, on s'est connus, on avait 30 et quelques années. Quand il arrive comme président de la République, je le dis dans le livre, j'ai été l'un des premiers à lui dire qu'il serait président de la République. C'est vrai. Je lui ai dit, Vous dites la prochaine fois que vous revenez, vous passez la porte. je dis on vous reverra venir par la grande porte avec Brigitte Macron, parce que je lui ai dit, nous ici on ne s'y connaît pas en politique, c'est pas notre rôle, mais on s'y connaît en homme politique. Et donc, j'étais pas le seul, j'étais avec Patrick, c'est vrai. le patron des maîtres d'hôtel qui était là, et donc le président quand il revient comme président, il me dit je vous avais dit que je reviendrais. Non, c'est moi qui vous avais dit que vous reviendriez. Bref, donc c'est vrai qu'il y a une certaine complicité, j'en ai jamais joué, je suis toujours resté à ma place, celle d'un chef de cuisine par rapport au président. Et c'est ensuite quand j'aimais le souhait de partir, où il me dit il n'en est pas question, où je lui explique, en fait je ne demande pas autorisation, je vous explique que je vais partir pas demain, on va le construire, mais je ne terminerai pas le mandat, ou avant la fin du premier mandat, je serai parti. Et donc c'est comme ça qu'on construit quelque chose, et c'est là où le président me propose ce poste d'ambassadeur et d'être son représentant personnel. Mais sur le même principe, j'allais pas rester 20 ans ambassadeur ou représentant personnel, j'avais dit ok pour 3 ans, j'ai fait 3 ans et demi. Mais est-ce que quand même, j'entends, en tant que chef de cuisine, si j'écoute, justement j'écoute. Il peut pas vous donner d'ordre dans l'Élysée. Il a un pouvoir sur tout le monde, mais sur vous, fondamentalement, il va pas vous dire ah bah tiens il te manque un œuf dans ta pâte et t'as pas assez de sel. Enfin, non mais voyez, alors que sur les autres, sur les chefs de cabinet, il peut dire maintenant je veux que tu fasses ça, je veux faire ça. Oui. Sur vous, c'est un peu différent. Vous êtes la seule personne dans l'Élysée sur qui il n'a pas un pouvoir direct. Non, c'est pas ça. Déjà, à partir de, vous savez quand vous êtes chef de cuisine, vous êtes au service de la personne qui est là. Vous êtes d'accord, du client ou du... Ouais. Non mais vous êtes d'accord, vous partez, c'est à vous de partir. Oui. C'est-à-dire que c'est pas que le président peut pas vous donner d'ordre. Déjà quand on est chef, par principe, il n'y a pas beaucoup de gens qui nous donnent des ordres. C'est vous qui les donnez, vous êtes chef. Mais après, quand vous êtes chef à l'Élysée, vous ne faites pas la cuisine que vous voulez, vous faites la cuisine que lui souhaite. C'est-à-dire que j'ai pas fait la même cuisine pour un Jacques Chirac, pour un Emmanuel Macron, pour un Nicolas Sarkozy ou pour un François Hollande. Et bien évidemment, après, quand vous êtes chef de cuisine, vous n'êtes pas le chef de l'Élysée, vous n'êtes pas le patron. Vous savez que vous avez un patron au-dessus de vous. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en effet, et les présidents, les 4 pour qui j'ai travaillé, reconnaissent les compétences des gens. C'est-à-dire que moi, il n'y a jamais personne qui m'a expliqué dans quel sens il fallait mettre la carotte dans le cul du poulet. C'est mon métier. Par contre, je ne vais pas expliquer comment il faut poser l'avion, il faut mettre les voitures, la sécurité, les papiers, les discours. C'est pas mon rôle. Donc à partir du moment où vous restez à la place qui est la vôtre, donc quand vous êtes chef de cuisine, c'est faire à manger, et j'en suis jamais sorti, il n'y a pas de sujet. On redescend. La vue est quand même pas mal. C'est où l'Élysée là d'ici? C'est par là-bas. Hein. Alors là, on voit la tour triangle, la nouvelle tour triangle, la tour Eiffel. Là, c'est là. Ah, c'est là? Ouais, c'est là l'Élysée. Ouais. Parce que là, vous êtes sur le bord. C'est des Invalides, ça? Non. Non, c'est pas le dôme des Invalides. Non, le dôme des Invalides doit être. Là, on voit la tour Eiffel, donc l'Élysée, c'est par là. C'est entre. Voilà. On est passé. Vous savez où c'est, vous savez vous repérer. Et vous, vous habitiez pas à l'Élysée? Non. Personne n'habite à l'Élysée, sauf le chef de l'État. Et là, par contre, c'est des horaires de malade. Et vous savez, c'est des métiers d'engagement. J'ai pas l'impression de travailler plus qu'un pompier, une infirmière, un médecin. À partir du moment où vous engagez dans le métier que vous faites, quand vous acceptez de travailler pour un chef d'État, vous travaillez au rythme du chef d'État. Ce que je peux vous dire, en effet, c'est que c'était pas le même rythme en fonction des mandats. Ça a changé. Bien évidemment, les façons de faire ont changé. C'était quel le plus intense? Ça, vous pouvez nous le dire ou pas? Non, mais je peux vous dire très facilement qu'en fait, mandat après mandat, c'est toujours plus intense. Ah ouais. On a vu, nous, la différence entre un Jacques Chirac. Non, on va pas voir dedans. Non, il y a du bruit, il y a de la musique, on va aller voir les bêtes. On va aller essayer de fêter ça tranquille. Entre un Jacques Chirac et un Nicolas Sarkozy, c'était plus du tout le même rythme. On pensait avoir l'apothéose du rythme soutenu. Ensuite, quand c'est François Hollande, ça a été encore au-dessus. Et après, Emmanuel Macron, c'était encore au-dessus. Ah ouais. Toujours plus de demandes. Oui, c'est pas grave, on fait un peu de sport. C'est le seul sport qu'on aura fait de la journée. Donc, en tout cas, les rythmes ne sont pas les mêmes. Mais parce que l'époque a changé, la politique a changé, tout a changé. Excusez-moi. Oui. Merci. Bon, alors je crois qu'on est en train de perdre Julien. Non, Julien, il essaie de ne pas se tomber. Mais regardez, là, vous avez vu, la tête nous suit bien. Hein. Ah ouais, c'est pas mal. Ah, il y a du matos, ça. Bon, alors, ce grand salon de l'agriculture, est-ce que c'est, et tout ce qu'on vient de voir là, c'est une forme de soft power français, le seul soft power français? Non, c'est pas le seul. Parce que, non, je vais me mettre tout le monde à dos. Je peux pas vous laisser dire que c'est le seul. Bon, c'est en tout cas un autre. Celui que moi j'ai, la culture, le sport, il y a énormément de choses. Oui. Soft power, en bon français, la diplomatie douce. Qu'est-ce qu'une diplomatie d'influence? Une diplomatie douce, c'est quand vous arrivez à faire porter par un discours, par des actes, par des événements, les valeurs qui sont les vôtres. Nous, bien évidemment, quand on parle alimentation, quand on parle gastronomie, c'est français, liberté, égalité, fraternité, mais ce sont aussi nos valeurs de parité, d'inclusion, de transmission. Et notre cuisine, elle reflète ça?
en tout cas, c'est ce qu'elle devrait faire. C'est-à-dire que quand vous portez les valeurs d'un pays, c'est ce qu'elle devrait faire. Je dis pas que tout est parfait, je dis pas qu'on a réussi ça m'intéresse à tout, ça. Ouais. mais oui, la cuisine aujourd'hui, qui parlait saisonnalité, engagement environnemental il y a 30 ans? Personne. Personne ne parlait saisonnalité il y a 30 ans. Qui parlait inclusion? Personne. Qui parlait parité? Personne. Est-ce que c'est tout est réglé? Est-ce que tout est dans la parfait? cuisine, enfin dans le... bien plus qu'il y a 30 ans. Après, on dit pas mais que tout est dans parfait. le plat en tant que tel, il n'y a pas une vraie parité. Vous voyez ce que je veux dire? Ça mais recèle mais ce n'est pas la gastronomie, ce n'est pas que le plat en tant que tel. Oui. C'est toute une échelle et toute une chaîne de valeur, du travail de production jusqu'à la consommation. Donc il y a énormément de femmes chefs aujourd'hui, des pâtissières de grand talent, Nina Métayer, des chefs de cuisine, Anne-Sophie Pic, Stéphanie Lequelec, qui sont renommées internationales et mondiales. Voilà, il y a eu un grand vide. On a eu les mères lyonnaises et jusqu'à Anne-Sophie Pic, il s'est passé 70 ans où il n'y en avait plus. Alors voilà, donc c'est bien que ça revienne. Il y avoir une chef de cuisine à l'Élysée. Bien sûr, j'ai été le premier à embaucher des femmes dans la brigade, tout simplement parce que c'était un lieu militaire, donc il n'y avait pas toutes les commodités pour accueillir du personnel féminin. Donc quand j'ai passé chef de cuisine, on a fait les travaux, on a fait les transformations, il a fallu le temps, tout ça que se fasse, mais avant ça n'existait pas. Donc oui, et la chef pâtissière était une femme, Christelle Brouillat, pendant 3 ans, et ainsi de suite. Et bien sûr, il pourrait demain y avoir une femme chef à l'Élysée sans aucun problème. Comment ça va, Guillaume? La fête est là-haut. On descend la fête. Tu pars déjà? Non, on va voir les moutons. Les moutons, bonne soirée. Dès que j'ai lâché le Figaro, je reviens faire la fête. Voilà. Non, mais vous êtes vraiment. Vous m'avez dit non, on va les laisser tranquilles, machin. Bien sûr qu'on va les couper. On peut pas arriver avec votre flash, vous leur mettez le flash dans la tronche. En plus là, ça y va, des sortes comme ça. Et non mais, je vous parlais du soft power. Il y en a qui le réussissent mieux que nous, les Italiens par exemple. Moi je considère que leur cuisine elle est pas plus grande que la nôtre. Je suis pas d'accord avec vous, mais vous avez le droit de vous exprimer. Ils savent mieux exploiter leur cuisine que nous. Alors, la réalité, une fois de plus, il faut avoir ce que je viens de vous dire il y a 10 minutes, je ne vais pas vous dire le contraire maintenant, il faut avoir l'humilité de faire le bilan. La diplomatie d'influence comme on l'a fait, que ce soit notre politique d'attractivité ou de rayonnement, elle fonctionne, vu que nous sommes encore la première destination touristique au monde. Oui. Sur notre balance commerciale, l'agriculture, l'alimentation étaient positifs pendant des années, ça ne l'est plus cette année. Et c'est pas parce que j'ai quitté il y a un an, ça n'a rien à voir, c'est sans connexion. Par contre, il faut reconnaître que la dynamique agressive ou pas, on peut l'analyser, de l'Italie en effet ces 15-20 dernières années a payé, puisqu'ils étaient numéro 8 des exportations agroalimentaires dans le monde, ils sont passés numéro 1 donc en Europe, du premier pays européen. Et nous étions numéro 1, nous sommes aujourd'hui numéro 5 ou 6. Donc il faut reconnaître que sur ce sujet-là, ils ont été mieux que nous. Mais alors là, c'est quand on l'analyse. Non, c'est dans la globalité. Dans la gastronomie, moi j'ai mes copains chefs italiens, on les voit, on est en démonstration à Rio, New York ou je sais pas où, ils ont une petite valise avec un peu de parmesan, du riz, hop, ils trouvent des 3 légumes, ils arrivent, on est 100, on est 200, tant qu'il y a de l'eau, il y a de la soupe, pour le risotto, il n'y a pas de problème, on y arrive. Et nous, c'est toujours très compliqué. La gastronomie française que l'on a souhaité exporter est une gastronomie qui est plus complexe à faire que juste quelques très bons produits assemblés. Ils arrivent, moi je vois mon ami qui travaille pour Eurotoc Italie, lui quand il est au Parlement européen et qu'il faut faire un peu de cuisine italienne, si on lui dit 10 minutes avant, ils sont 10 de plus, il n'y a pas de sujet. Nous, si on doit faire une selle d'agneau farcie, c'est plus compliqué. C'est pas mort, mais c'est plus compliqué, il faut faire autre chose. Donc ils ont travaillé sur une gastronomie facilement exportable, avec quelques produits, beaucoup d'ailleurs produits secs, très peu de produits frais. Ils trouvent les produits frais sur place. Vous faites un risotto aux herbes, vous n'avez pas besoin d'emmener vos herbes. Non. Ils trouvent les herbes sur place, des légumes sur place, ainsi de suite. Avec 3 ou 4 fromages, on a plus de 1000 fromages. Eux, ils en ont 3 ou 4 vraiment très connus, le parmesan, la mozzarella, le gorgonzola. Ils arrivent à faire le tour du monde. Donc oui, ils ont été bien plus organisés, meilleurs que nous sur le sujet. Mais est-ce qu'on aurait pu faire autrement sans se dénaturer? Je pense que oui. On aurait pu. Par exemple, on aurait pu exporter quel plat on aurait pu travailler comme l'est la pizza, comme l'est la pâte. Et je prends d'autres pays, les Japonais, le sushi. Je vais dans n'importe quel pays du monde, je trouve un sushi et je trouve une pizzeria. Je trouverais rarement. Vous prenez un exemple justement. De bon niveau. Quand je parle avec mes copains italiens, ils disent oui, mais attends. Les pâtes carbonara, c'est pas italien, c'est toute cette cuisine américano-italienne qui a été ramenée qu'ils ont su exporter. Le bilan est très positif pour eux, mais c'est pas ce qu'ils appellent la cuisine italienne. Vous parlez des japonais de sushi, c'est pas la cuisine japonaise le sushi. Donc c'est pas le même. donc ça c'est vrai. Mais par contre, ils sont très fiers. L'autre exemple qui pour moi est presque le plus gros hold-up dans la diplomatie culinaire, c'est le Pérou avec le ceviche. Vous parlez à tous les Sud-Américains, ils vous expliquent que le ceviche, c'est pas péruvien. Sauf que les cevicherias dans le monde entier, avec le logo Pérou,
vous, ça a fait le job. C'est-à-dire que les gens... Et nous, on aurait pu faire Ça, quel plat, par exemple? Quel plat Eh on bah, aurait pu s'exporter? Non, mais il y a beaucoup de plats. Nous, Un plat un peu facile, comme vous dites. non, mais il n'y a pas de plat facile parce que nous, oui. l'expression de la gastronomie française, c'est l'expression d'un territoire. Et c'est ce qui fait notre richesse. C'est-à-dire que vous soyez à Marseille, à Strasbourg ou à Lille, vous n'avez pas du tout les mêmes plats. Une choucroute, ça ressemble à rien à une bouillabaisse. Il suffisait de faire le tour du hall 7, Exactement. deuxième étage, troisième étage, pour Voir qu'il y a tout qui est différent. Donc c'est aussi ce qui fait notre richesse, c'est un petit peu ce qui nous affaiblit. C'est-à-dire qu'à quel moment vous allez dire la gastronomie française, si vous êtes lyonnais, vous allez dire c'est le saucisson brioché, c'est ça. Le gars du Nord va dire moi c'est le Welsh, ceci, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en fait, on a une telle pluralité de nos territoires, c'est ce qui fait aussi qu'on a cette richesse, mais par contre il faut accepter que c'est plus compliqué. Bonsoir, ça va bien? Bonsoir, ça va? Oui, très bien. Ça va? Bonsoir. Vous avez dans ce livre plein d'anecdotes, on va y revenir. Vous parlez de votre vie de gamin. Un petit peu. Vous êtes né où, quand, dans quelle famille? Et vous parlez de vos parents. Ouais, comment ça, j'ai une vague idée. Après, si vous voulez donner les détails, on peut. Hein. Je suis né un 8 août 1978 à Paris 20e. Et j'ai grandi dans le 93 puisque ma mère et mon père, mes parents habitaient dans le 93, une petite ville qui s'appelle Neuilly-Plaisance. Où j'y ai passé de 0 à mes 14 ans jusqu'à ce que je parte faire mes études de cuisine. Bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, Très bien. Vous allez là. Bonsoir Oui, Madame la bonsoir. Ministre. On On est en direct sur le Figaro. Ah, On peut vous d'accord. poser une petite question, vous filez. Ah bon, comment ça se passe ce salon de l'agriculture? Très bien, Ouais. il se passe très bien. J'ai vu Je vous énormément mets un de petit monde. micro comme ça, on vous entend mieux. D'accord. Hop. Ouais, vous avez vu du monde? Ils vous ont bien accueilli ou pas? Ah, très bien. Oui. Franchement, j'ai été très bien accueillie partout. Et des conversations, des moments de travail, des moments de déambulation, des dégustations. Voilà. Et puis, c'est un moment privilégié où on mesure à quel point l'agriculture et tout ce qui entoure l'agriculture et l'agroalimentaire est merveilleux dans notre pays. Il y a une richesse de réflexion, de production, de projection dans l'avenir. Franchement, c'est réjouissant. Alors, c'est vrai. Vous nous dites ça alors que l'actualité n'est pas si réjouissante que ça pour les agriculteurs. Non, on a vu que c'était un milieu en crise. Non, mais des problèmes, il y en a et on y apporte du mieux que nous pouvons des solutions parce que le salon cette année s'appelait Génération Solutions. Je trouve que c'est une très bonne intitulé parce que Génération, c'est le renouvellement des générations. On sait que c'est l'enjeu fondamental qu'on va devoir affronter dans les années qui viennent. Et moi, j'ai vu aujourd'hui plein d'organes de formation dans les écoles, les instituts, les établissements du supérieur. Et on a plus 7% d'étudiants et de jeunes qui sont dans les établissements agricoles. Les métiers, il y a 200 métiers. Il y a des jeunes passionnés qui sont attirés par ces métiers. Donc voilà, l'agriculture et l'agroalimentaire, c'est tout ça. Ce sont des difficultés auxquelles il faut répondre. Et Dieu sait qu'elles ne manquent pas dans ce domaine. Mais il y a aussi beaucoup d'espoir. Et moi, je refuse qu'on ne parle de l'agriculture que sous l'angle des problèmes. Les problèmes, on essaie de trouver des solutions, mais il n'y a pas que des problèmes en agriculture. Merci Madame la Ministre. Merci Vous pourriez beaucoup. attendez, je vous récupère le micro. Vous pourriez être ministre de l'Agriculture un jour, Guillaume Gomel? N'importe quoi. Pourquoi pas, il serait bon, non? Bah oui. Mais pas trop vite. Non, d'abord, vous restez, vous avez un peu de travail. Merci La Madame la politique, Ministre. c'est un métier, c'est pas le mien. Oui, un jour peut-être. J'ai entouré les politiques pendant 28 ans. Ouais. Non, j'ai énormément de respect Ouais. pour ces femmes et ces hommes. Et c'est pas une question de droite de gauche, j'ai travaillé pour les oui, deux. bien sûr. Je peux vous dire que l'engagement d'un conseiller, d'un ministre, d'un président de la République, de toutes celles et ceux qui travaillent dans cet entourage, les secrétaires et tout, on peut pas imaginer ce que c'est. C'est-à-dire que les gens sont toujours en train de penser que les politiques, ils servent juste des mains, ils font des sourires, ils coupent des rubans. Mais Croyez-moi. vous me disiez qu'il y a jusqu'à minuit on bosse. Allez, Mais plus tard que ça. Plus tard que ça, croyez-moi, je les ai vus pendant 28 ans. Ouais. Et c'est pour ça que je sais que je veux pas du tout. Mon gars, alors, on ressortira l'image dans 63 ans, quand je serai élu quelque part. Éric Dupond-Moretti avait dit Avait dit jamais pareil. ministre de la Justice. Non, franchement, j'ai une autre, et c'est pas faire ni de la fausse modestie ou quoi aux caisses, mais j'ai une autre opinion de ce qu'est le métier de politique et de ce qu'est ce pays qu'est la France, pour penser que sur 70 millions de personnes, je suis la personne qui peut apporter à un moment. Je mets ma pierre à l'édifice, j'ai travaillé pour ça, je continue de le faire aujourd'hui dans le privé en portant les valeurs de la gastronomie française que je défends, et je trouve que c'est aussi faire de la politique que de prendre des engagements et de s'y tenir. Je reviens à votre parcours, à votre Donc enfance. oui, je suis né à Neuilly, Paris. et vous avez Et grandi j'ai à grandi à Neuilly-Plaisance. Neuilly-Plaisance. Et avec
des parents. Vous avez de très belles pages sur vos parents, notamment sur votre papa, parce que votre nom, Gomez, il est espagnol. Pas français, c'est oui. ça. C'est ce qui vous choque. Bah, c'est moi qui le dis, c'est vous qui le dites. C'est vrai, je suis pas français. Avec votre papa, il a fait la Légion en fait. Mon père a fait la Légion étrangère. Il est devenu français, comme on dit, par le sang, puisqu'il a choisi d'être français, puisque à l'époque, mon père était né en 1933. Donc à l'époque, quand il sort de l'armée après 16 ans de Légion étrangère, ils ont le choix chaque année, en fonction des pays où la Légion étrangère, pour qui les pays sont intervenus, mon père a la possibilité, sorti de la Légion étrangère, de choisir soit la Suisse, soit la France. Ouais. Et après avoir fait la campagne d'Indochine, du Vietnam, Laos, la guerre d'Algérie, il rencontre à Sidi Bel Abbès le général de Gaulle. Et donc il se dit, ce sera la France. Et c'est comme ça que je suis français, puisque mon père est arrivé et a acquis la nationalité française après 16 ans de Légion étrangère. Vous avez de très belles pages aussi qui sont assez étonnantes. Merci Julien de nous éclairer. Oui, merci Julien. Sur votre maman, sur votre jeune enfance, oui c'est ça. Et vous parlez de votre sœur. Oui. Et c'est assez abrupt et vous essayez rapidement d'en faire une analyse et puis vous passez à autre chose. J'analyse pas, je peux vous expliquer. J'ai une sœur qui s'est suicidée, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à parler du suicide. Et quand on parle du suicide, je suis pas quelqu'un qui est réconfortant, je préfère m'écarter de la conversation, je l'explique. Ouais. Parce que j'ai beaucoup de mal avec ça. Parce que oui, je l'ai vécu dans ma chair, parce que je fais un peu de caritatif, je l'explique dans le livre, où je suis avec des associations de jeunes, d'enfants qui se battent pour vivre. J'arrive pas à comprendre. Alors à part Jean Moulin, pour pas dénoncer les copains ou quelque chose comme ça, je sais rien en temps de guerre. Peut-être, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et une fois de plus, je n'essaye pas de convaincre, je sais que c'est une maladie. Ma sœur était malade, elle était dépressive, voilà. Mais j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc oui, j'en parle. Pourquoi ? Parce que ce livre, au départ, il vous est pas destiné, comme je vous l'ai dit, il m'est destiné. Ouais, c'est un travail que je fais pour moi. J'écris depuis des années. C'était pas destiné à être publié. D'ailleurs, il a fallu que je travaille avec Adeline Baldacchino, que je salue, qui m'a aidé à aller plus loin sur certains moments, à enlever d'autres moments qui n'étaient pas intéressants et à travailler sur la concordance des temps pour que ce livre soit lisible. Mais c'est un livre aussi que je fais pour mes filles, pour expliquer un pan de mon histoire, de ma famille, que même mes proches ne connaissent pas. Ouais. Donc, certains de vos proches découvrent. Bien évidemment, c'est des moments de vie dont je n'ai pas forcément parlé. Il y a des chefs avec qui j'ai travaillé depuis 25 ans, depuis 30 ans, qui découvrent ça. J'ai le président de la République, qui pourtant me connaît depuis presque 15 ans, découvre ça. Appris l'histoire de votre sœur. Bien sûr, de ma sœur, de mes parents, parce que je ne rencontre pas les gens en disant mon père a fait ci, ma mère a fait ça, ma sœur a fait ci. Ben voilà. Donc voilà. Donc oui, ce livre était. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'acceptais de faire ce livre, je le faisais pas à moitié. Donc oui, je parle de choses dont je n'ai jamais parlé à personne. Un mot sur votre sœur encore, qui, vous le dites, a été dépressive pendant des années. C'est un domaine, la santé mentale, dont on parle de plus en plus et dont on a très peu parlé. Dont on ne parlait pas. Oui, c'est aujourd'hui une préoccupation, et tant mieux. Si ça arrive, c'est sûr que lorsque ma famille est touchée par ça, déjà on vous explique que c'est un peu de votre faute quand même. C'est surtout de la faute des parents si les enfants sont comme ça. Il y avait quand même pour le coup assez peu de psychologie là-dedans. Et puis que en fait, maintenant vous faites des idées jusqu'au moment où c'est pas trop tard, mais il a fallu passer par plusieurs tentatives de suicide avant que le corps médical comprenne ça. Donc il y a eu énormément, parce que les gens ont honte d'affronter les maux de la société. Et c'est aujourd'hui le sujet. On se rend compte que beaucoup de jeunes sont justement fragilisés par ça. Et tant mieux si, une fois de plus, c'est pas ce livre qui va changer les choses, mais si ça peut faire éveiller quelque chose à une personne, à deux personnes, et puis c'est déjà ça de gagner. Et puis je le dis, je le fais pour mes filles, je le dis dans la lettre. Vous n'en avez pas parlé à vos filles avant très tard. À votre fille, quand elle était déjà adolescente. Il n'y a pas de photo de mes parents chez moi, il n'y a pas de photo de ma sœur. Ma fille ne savait pas, ma grande fille ne savait pas que j'avais une sœur. Parce que j'en ai pas parlé. Oui, parce que c'est quelque chose que j'ai tué pendant longtemps, parce que ça n'apporte rien, ni au débat, ni à rien. Donc là, par contre, c'était plus le cas. Débat public, d'accord, mais votre fille... Ouais, mais c'était pas le cas déjà, parce que c'est pas facile, et puis que je pensais, je sais peut-être à tort, en tout cas que c'était pas le moment. Donc j'en ai parlé avant le livre, elles n'ont pas découvert ma vie dans le livre, j'en ai parlé un petit peu, mais c'était, je pense, aussi une façon de montrer pour elles qu'à partir du moment où j'acceptais de faire ce livre, je le faisais sincèrement avec le cœur, avec les imperfections, avec j'ai tout entendu, du bien comme du pas bien. Les gens disent bon, c'est pas très grave, c'est pas pour eux que je l'ai fait. Mais par contre, s'il y a un jeune qui lit ce livre et qui se dit moi je peux y croire et je peux faire ceci, tiens, je peux en effet, si j'ai un doute, si j'ai une fragilité, je peux aller chercher de l'aide, je peux m'en sortir, tant mieux.
Merci chef de nous avoir Merci à répondu vous. là-dessus. On entre voir. Allez. Ouais, au 1. Bon là c'est d'habitude le hall, le grand hall du salon de l'agriculture qui est un peu plus triste cette année. Ouais. C'est ça. Alors, est-ce qu'on Alors. peut rentrer? Oui, normalement on peut rentrer. J'ai vu le Normalement, monsieur on de peut la rentrer, sécurité on a- tout à l'heure. C'est pas le même. Alors, attends, Bonsoir. Bonsoir. Pardon. Ils sont avec moi. Pardon. Ils sont avec moi. Bonsoir. Bonsoir, vous avez votre Oui, on a recette, fait une s'il vous demande tout à l'heure. Ah oui, ça marche, oui. Merci beaucoup. Hop. Alors là, on n'a pas l'odeur, mais on la sent. Si, bah si, il y a l'odeur, ça sent la ferme. Oui, mais alors nous, Ça sent. oui, mais nous à la télé, on la sent pas. Ah, vous l'avez pas? Non, Vous êtes pas malheureusement, encore, on n'est pas vous êtes encore à ce pas niveau-là. encore à un niveau Ouais, où on vous va y transmettez venir. les odeurs. Ouais, ouais. Là, on arrive dans le hall 1, qui est le hall où cette année, un peu plus 13, bien sûr, parce qu'il n'y a pas les vaches, mais il y a les moutons, il y a les cochons, il y a les agriculteurs, les producteurs, il y a toutes celles et ceux qui nous font l'alimentation. Donc c'est le hall qui a le plus grand succès, parce que notamment quand les familles viennent, c'est là où les gens viennent voir les animaux, et c'est là où en même temps on peut goûter les produits. Et on voit que c'est animé. Oui, ça reste animé même le soir. Non, parce que là, on est dans un salon d'agriculture théoriquement fermé. Il est fermé. Voilà, il est fermé. Le salon est fermé. Mais le salon a une vie, en fait, c'est ça, c'est pas qu'une exposition, il y a autre chose qui s'y Non, mais passe dans le salon. attendez, c'est pas le salon de l'auto, c'est pas des voitures, il y a des êtres vivants, il y a des animaux, il y a des producteurs. C'est le moment où les producteurs, toute la journée, ils répondent aux questions. Donc c'est le moment où les producteurs s'occupent de leurs bêtes, c'est le moment où les producteurs se rassemblent, se réunissent. Là, vous voyez pas derrière vous, mais il y a énormément de Ouais, monde. bah, on va le montrer, Et- Julien, et là, hop, si tourne la caméra, hop, tout le monde. On va aller ça faire va. un tour. Ça va bien? Bonjour. Alors, Julien est parti et hop, il revient vers nous. On va voir les bêtes un peu. Allez. Il y en a là. Bah, il y en a là. Il y en a, mais peut-être qu'on Vous va allez aller un peu plus brebis, loin. on va aller plus loin, il y aura moins de bruit. Ouais. Bon, pas de vaches cette année. Alors, on a vu tout à l'heure la ministre. Oui. On nous dit toujours, oui, les agriculteurs ça va mal. Tout le monde le sait. Mais c'est quoi les solutions? Écoutez, c'est pas moi qui Non, donne mais les solutions, oui, mais on y vous travaille. Moi connaissez le j'écoute. milieu. Mais non, mais bien sûr je connais le milieu, puis surtout j'écoute les producteurs et les agriculteurs. Ouais. Il y a un sujet sur la répartition de la PAC, il y a un sujet sur l'agribashing, les producteurs et les agriculteurs. Et pour Mais est-ce que cause, c'est et encore en le cas raison- l'agribashing? Mais bien sûr, ça existe toujours. C'est moins populaire. aujourd'hui, Mais tout le attendez, monde quand on défend a un les débat, agriculteurs, quand on a un ouais. débat, quand vous êtes éleveur et que vous avez un débat avec des antispécistes qui vous Oui. expliquent qu'il faut. Ah oui, mais Oui, mais qui sont bah, pas minoritaires aujourd'hui, les antispécistes. eh ben, écoutez, en tout cas, quand vous êtes concerné, vous le vivez de plein fouet. Oui. Quand vous recevez des manifestations, quand votre outil de travail est cassé, quand vous expliquez que vous faites tel ou tel. D'abord, il y a les cochons. Vous voulez voir là-bas les moutons? On va les moutons d'abord. Allez, les moutons d'abord, après les cochons. Quand vous avez besoin pour cultiver, nourrir vos bêtes, de puiser de l'eau, de retenir de l'eau, qu'on vous explique que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Des gens qui n'ont jamais rien fait pousser de leur vie, jamais élevé quoi que ce soit, même pas eux, viennent vous expliquer votre travail. Bien évidemment que vous le vivez mal. Ouais. Et quand vous rencontrez le monde de l'agriculture, le président de la FNSEA a expliqué, enfin les producteurs, les agriculteurs, sont pas juste des horticulteurs, c'est pas juste pour décorer la France. Cet élevage et tout ce maillage dans les territoires, c'est pour nourrir la France, c'est pour nourrir le monde. Donc il faut Vous écouter. pensez que là, les Français l'oublient? Moi, je suis pas sûr qu'ils l'oublient. Bah. Je pense qu'aujourd'hui, après les manifs, on voit les sondages, ils Non. les soutiennent, machin. On va pas mettre tout le monde dans le même panier, Ouais. mais il y a une partie quand même de l'opinion qui Ouais. l'oublie, puisqu'ils attaquent ça. Et quand vous avez un producteur, un agriculteur qui explique, qui reçoit une plainte parce que son coq fait du bruit, enfin, c'est ça, c'est tout ça. Donc c'est pas l'intégralité des gens, mais en tout cas ça existe. Donc il faut les entendre et les écouter, ces agriculteurs. Et c'est pas d'aujourd'hui. Ça fait 50 ans, 60 ans qu'il y en a des problématiques. Ensuite sur la consommation, le président l'expliquait tout à l'heure. C'est bien beau de dire oui, je suis pour soutenir les agriculteurs, mais quand je suis devant le produit au supermarché, surtout pour une partie de la population qui pourrait le faire le choix de consommer français, de consommer local, c'est un choix qui a des conséquences sur notre production. Là aujourd'hui, on est devant le stand d'Interbev, nos interprofessions de la viande. Interbev, c'est les interprofessions de la viande. On a une richesse en termes de viande comme il n'y a nulle part au monde. On a la meilleure production bovine au monde, en termes de race, en termes de quantité, en termes de bien-être animal. Je le rappelle, ce sont les bouchers qui ont demandé les caméras dans les abattoirs. C'est eux qui ont inventé la viande, aimez la viande, mangez-en mieux. Il a fallu faire un vrai travail psychologique sur un boucher pendant 20 ans pour qu'il puisse accrocher cette phrase-là. Donc c'est quelque chose d'important. Donc quand le débat est pour
dire oui, telle ou telle viande ou telle chose ou tel mode de consommation pour opposer ce qu'on mange et ce qu'on mange pas, et ben c'est un débat qui nourrit pas le producteur, parce que souvent ce que les gens oublient, c'est que le producteur qui produit de la viande, il produit également des céréales, il produit également autre chose. Il est agriculteur. Ce qui est intéressant, c'est que la première réponse que vous me donnez, c'est une réponse presque psychologique et philosophique avant même des réformes. C'est-à-dire qu'il faut montrer et avoir une démarche. En fait, c'est Moi ça. j'ai milité, on a créé. Avant, les chiffres. On a créé, mais les chiffres ça parle à qui? Ça parle pas, mais etc. et tout ça. je peux vous en donner des C'est-à-dire chiffres que toute la les soirée. agriculteurs voudraient déjà- Ça va rien changer. Oui, on parle d'accord. de la PAC. La PAC Oui, aujourd'hui oui. c'est 9 milliards. C'était 8 il y a quelques années, c'était 6 il y a quelques années. Est-ce que c'est en rajoutant des milliards que ça va mieux? Bah, visiblement non. Visiblement. Donc vous voyez, Oui, oui. même vous comprenez ça. Oui, oui, bah, c'est vrai. Moi, je suis pas du. Alors, là, je suis Non, mais pas un donc voilà, spécialiste, donc en oui. fait c'est pas dire tiens on va rajouter 2 milliards ça va aller mieux, c'est comment est-ce qu'on les répartit et pourquoi. Donc oui en effet il faut travailler sur le ressenti et la perception, et il suffit pas de dire non mais attendez les Français ils sont d'accord si les agriculteurs ne le prennent pas comme ça. C'est-à-dire que si Ouais. eux vous disent, moi c'est eux qui me disent ah oui mais attendez c'est pas normal, on s'est encore fait insulter. J'ai rencontré un producteur là il y a pas longtemps de porc, il me disait bah il y en a qui sont passés, ils nous ont craché dessus. Vous voulez que je lui dise mais non c'est pas vrai, il voulait vous faire un bisou. Vous voyez, donc c'est ça la réalité du monde agricole. Donc il faut les écouter, il faut les entendre, il faut les soutenir. Et pour les soutenir, bah, il y a plein de choses à faire. C'est déjà manger français, les aider à consommer français. Peut-être différemment, peut-être mieux, peut-être en effet avec un impact différent, mais pour ça il faut déjà se parler. Et un salon comme celui-ci il sert à ça, à se parler, à se rencontrer. Et on n'est pas d'accord sur tout avec plein de gens. Magnifique. Voilà. Et alors, vous qui êtes un Parisien cuisinier, comment vous êtes arrivé à vous rendre proche des agriculteurs et du milieu, de la campagne et tout ça prend. Mais moi je fais un Vous êtes métier. obligé. Non, mais attendez, moi je suis pas ni dentiste ni maçon. Oui. C'est-à-dire que moi je fais à manger. Oui, Et à d'accord. partir- bah oui, mais mais- vous auriez pu être dans votre cuisine à l'Élysée Ah et bah puis moi, pas je vous en bah, occuper. disons que c'est pas comme ça que j'ai conçu mon métier. Voilà. C'est-à-dire que moi, déjà chef de cuisine à l'Élysée, je pouvais pas concevoir qu'on serve autre chose que des produits français. Alors Pour ça, c'est moi, la intéressant. cuisine de l'Élysée Ouais. est la vitrine du territoire de France. D'accord. Toute région confondue, dom-tom compris, bien évidemment. Après, je dis pas que c'est pas bien ou que c'est mieux. Mes origines espagnoles, l'un des meilleurs jambons du monde, je dis l'un des meilleurs jambons du monde, reste le rabugo, le pata negra que le monde entier connaît. Mais moi, j'en ai jamais servi à l'Élysée, sauf si c'est le roi d'Espagne qui envoyait un jambon en cadeau au président. Sinon, ça a été du porc noir de Bigorre, du Quintoa, parce que je me dis, s'il y a un éleveur qui lui fait du jambon dans le Cantal, il a envie que son jambon soit servi à la table Non, mais de ça, l'Élysée. ça veut dire, vous avez plein de questions sur l'Élysée, des petits trucs techniques. Ça, c'est vrai, vous faisiez que du français. Ah oui, bien sûr. 100%, c'est possible? Ou il y a des trucs que vous pouvez pas? C'est Par exemple, possible. Du café, par exemple, vous me dites, Voilà, on vous va- allez me dire, Ouais, c'est non, pas non, possible. mais- Par contre, je vous donne un exemple. Tout ce qui est- tout ce qui peut être un produit jour, en un France, producteur, ne pouvez pas venir un jour, l'étranger. un producteur me contacte et Ouais. me dit, je fais du poivre en Guyane. Eh ben, il n'y a pas de sujet. Vous faites du poivre en Guyane, c'est la France, il sera servi au Palais de l'Élysée. Maintenant, on ne servait pas que ça parce que sa production n'aurait pas suffi. Mais oui, il y a eu du poivre. Pardon, je viens d'être perturbé parce que je viens de voir parce que Julien, filmé, il vient de se faire un copain. Ah voilà. Il s'est vient fait de un dire copain. bonjour. Ouais. Race Texel. Alors vous avez vu qu'il y a des polémiques parce que on dit c'est dans l'agriculture, oui on dit qu'en fait on va manger ces bêtes-là. Et ça, Non mais on peut nourrir la polémique de voilà. tout aujourd'hui. Et en même temps c'est peut-être On est bien de le voir omnivore, aussi, mais, de le savoir. Non mais moi je trouve que c'est pas sûr finalement. quand on a décidé il y a quelques millions d'années de faire société, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ouais. On est sorti de la grotte, on n'était pas dedans, on Ouais. était devant. On a fait du feu, on s'est dit tiens avec le mec de la grotte d'à côté, si on allait ensemble, peut-être que ça serait mieux. Quand on en a attrapé 6, on s'est dit tiens si on les mettait, si on les empêchait de partir, peut-être c'est comme ça qu'on a créé l'élevage. Ouais. À partir du moment où on crée l'élevage, où on crée la production, où on est devenu des chasseurs, cueilleurs, éleveurs et pas juste des nomades, c'est ça notre alimentation, c'est ce qui nous définit aujourd'hui. Donc je veux bien qu'on crée de la polémique surtout, Oui. mais arrive un moment, tout ce que l'on fait pousser, tous ces producteurs-là, ces agriculteurs, nous nourrissent. Alors on peut polémiquer pendant des semaines, on pourra se passer de polémique assez facilement, on ne se privera pas d'alimentation. Vous savez ce que disent les Nations Unies, 7 repas, 3 jours et demi. 3 jours et demi on vous prive d'alimentation, vous êtes capable d'aller faire n'importe quoi et de tuer n'importe qui pour trouver à manger. 7 repas, les émeutes de la faim, c'est 7 repas. 3 jours et demi, 4 jours. Ça passe très vite. Ah oui. Pendant ce temps, on peut polémiquer. La réalité, c'est ça. La réalité, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, sur cette terre, tout le monde a besoin de manger. On parle de souveraineté alimentaire, j'ai eu souvent l'occasion de le dire. À quel moment on l'a oublié? C'est notre besoin le plus vital après respirer. À quel moment on a pu faire croire aux gens que s'alimenter, ça ne devait rien coûter, ça ne prenait pas de temps? À quel moment on a pu faire croire à des gens que vous inquiétez pas, occupez-vous du reste, on s'occupera de la nourriture. Il y a des pays qui dépendent à 100% d'autres pays pour votre alimentation. Ouais. C'est comme si je vous prenais les Vous clés de pensez que votre ça frigo. pourra arriver en France? Mais quand on prend, mais attendez, c'est catastrophique.
Si on en est là aujourd'hui, Mais c'est moi, j'ai dit- catastrophique. non, mais je Il y a veux bien pas- le croire, il y a mais pas j'ai du mal à une ligne. imaginer Eh ben, aujourd'hui qu'on imaginez pas, puisse- vous qui aimez les chiffres, demandez les chiffres, ils vont vous les sortir. Il n'y a pas une ligne de ce que l'on consomme en France qu'on n'importe pas massivement. Même si nous sommes producteurs, on exporte beaucoup, mais prenez les chiffres, 55% du poulet qui est consommé en France est importé, X pourcentage de tels légumes, Est-ce qu'on de pourrait tels faire fruits. autrement? Vraiment concrètement, oui, non. Ah, peut-être pas à l'année prochaine, mais à C'est 10 ans, vraiment la à 15 ans, à 20 ans. Je pense en tout cas il faut aller vers ça. Ouais. C'est-à-dire qu'à quel moment, sur certains produits, on décide de manger des tomates au mois de janvier. Si on décide de continuer de manger des tomates mozzarella au mois de janvier, on va continuer d'en importer massivement. Voilà. Donc c'est juste, et c'est pour ça qu'on a besoin d'une éducation à l'alimentation. Vous savez, ce rapport au vivant, il n'est pas bien compliqué. Moi j'ai fait une proposition, elle est complètement folle. On met un pied de tomate dans un bac Riviera devant chaque école. Bah, tant qu'il n'y en a pas sur le bac de tomates, bah, il n'y en a pas à la cantine. Parce que la nature, c'est pas plus compliqué que ça. Et que vous soyez à Metz, Paris ou Nice, la saison de la tomate, c'est pas la même. Donc vous voyez, c'est tout simple. Ça paraît du bon sens, ça paraît évident le pays des bisounours, mais pas du tout. On le répète, c'est le produit quand il est de saison qu'il est le meilleur et le moins cher. Et quand le sujet c'est le pouvoir d'achat, les goûts, les trucs, les machins, bah, c'est qu'en fait les problèmes qui n'existaient pas il y a 30 ans, il y a des hommes, je suis persuadé que ce sont des hommes, qui ont trouvé des problèmes là où on n'en cherchait pas. Et qui ont fait, qui a décidé un jour que le mardi à la cantine ce serait nuggets frites? Qui? C'est un non-sens. Mais vous énervez pas, chef. Mais si vous m'énervez, Mais c'est c'est un moi ou non-sens c'est- non, mais économique, attendez, c'est moi, un je vous pose non-sens. des questions. Non mais c'est un non-sens économique, c'est Ouais. un non-sens environnemental. Ouais. À quel moment on s'est dit que c'était la norme? À quel moment on a fait croire aux gens qu'il fallait manger tout mou alors qu'on a des dents? Ouais. Et que maintenant vous Ouais. avez des jeunes qui vous disent alors, ah bah dans la les- viande dans elle les est grands dure. restaurants, on mange mou. Mais non, je suis pas, mais moi je suis pas d'accord avec ça. Mais vous savez, moi ça fait 30 ans que je Oui. milite pour que le menu enfant dans les restaurants, il n'existe pas. D'accord. Le Ah, menu par exemple, à l'Elysée, il n'y avait pas de menu enfant pour les petits. non, pas de menu enfant à l'Élysée. Vous savez, un enfant, ça peut manger tout. Mais moi, je suis d'accord avec vous. Non, vous êtes alors On prend pas le menu dans des enfant, proportions. moi. Il faut travailler avec des nutritionnistes Ouais. et dans des proportions qui sont définies. Mais un enfant, ça peut manger un morceau de viande, un morceau de poulet. Ouais, À ouais. partir du moment où il est quand le pédiatre vous dit vous pouvez passer aux légumes, vous pouvez passer à la viande, c'est que vous pouvez passer à la viande. Ouais. Le pédiatre il vous dit pas vous pouvez Mais passer vous aux énervez nuggets pas, chef. et au engueulez hamburger. pas. Bah, je vous engueule pas, je vous explique. Maintenant, vous me frappez en plus. Non, mais je Mais rêve. non, c'est pas vrai ça. que vous êtes un boxeur. Ouais, Vous j'ai boxez fait de à la l'Elysée? Non, il y a une salle en dessous Ouais. pour boxer. Ouais. Ça m'est arrivé. Oui, vous avez tapé sur du président ou pas? Ah bah non, pas boxer avec le président. Ouais, alors c'est Non, où? puis on n'est pas dans la même catégorie. quand Oui, même, non, je c'est dois vrai. D'aucuns en plus. Hein. Ah, Non, aucun. non, oui, non, bah, Cherchez pas. Non, ah ouais, non. Ah, Chirac était quand même grand. Non. François Ouais, Hollande, bah, je pense François pas Hollande en qu'il- fin de mandat, oui. Non, regardez-vous, j'ai des problèmes. Il m'a taclé il y a 3 jours sur le salon de l'agriculture. Ah, c'est vrai, vous avez dit Vous quoi? n'avez pas vu? Vous ne Non. suivez pas les Non, autres j'ai médias pas suivi. alors Non, Vous non, intéressez qu'au que Figaro. Ouais. Alors, on était là, sur le Ouais. stand ici, justement, à Bleu Ah, vous Blanquer. défiliez là? Ouais, je défilais sur le ring porcin. Concours général agricole. Exactement. deuxièmement, À côté, ouais. le stand Bleu Blanquer. Bien Ouais. nourrir la terre pour bien nourrir les hommes. Ouais. Et donc il arrive, il dit ah, je suis content de retrouver Guillaume Gomez, ça fait 10 ans qu'il me nourrit plus, c'est pour ça que j'ai maigri, mais pas lui. Voilà. C'est un petit tacle amical. Oui, oui, Je le merci. salue. Bon, alors, j'ai des questions sur l'Élysée, mais on n'a pas expliqué comment vous vous étiez retrouvé là-bas. D'abord, Où là-bas bah, À l'Élysée. À l'Élysée. Parce bah, que d'abord, non, il vous faut m'avez pas expliquer. posé la question. Oui, c'est pour ça que j'y viens. Tout gamin, on dit, enfin, apparemment la légende dit que, je tiens les endroits, dès 3 ans, vous vouliez être chef. Ah, attendez, c'est pas une histoire qui est inventée. Non. Parce que je Il y savais a que vous pas de n'alliez pas photo. me croire. Oh, regardez. Julien, vous l'avez la photo. C'est la fête de l'école. Ouais. On doit se déguiser dans le métier qu'on veut faire plus tard. Ouais. Au milieu des pompiers, des princesses et des cow-boys, je suis déguisé en cuisinier. Voilà. On est en grande section de maternelle, je dois avoir à peu près 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans. Donc et vous, donc, vous j'ai êtes- toujours voulu faire ce métier. Vous êtes quasiment de la dernière génération, j'imagine, où on dit encore à un gamin qui va être cuisinier, c'est la voie de garage. Oui, non, j'étais Ah, pas bah la non. dernière génération. Ça, Ah ça a non. été, non, ça a Encore été après, parce que longtemps non, c'est après. plus le cas, on est Il a- d'accord. ah, bien sûr. Ouais. Maintenant, Je vous suis, hein, c'est où? C'est là-bas qu'on les va voir cochons, les c'est là-bas. ouais. Donc non, bien sûr, c'est oui. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours voulu faire ce métier. J'ai pas de souvenir de quand est-ce que j'ai voulu faire cuisinier. Ouais. Quand j'ai demandé à mes parents, ils m'ont dit t'as toujours voulu faire ça. On pensait que peut-être ça allait changer, comme tous les gosses. J'ai toujours voulu faire ça. Peut-être parce que j'étais déjà gourmand. Vous dites pourtant que Vous gamin, lirez dans le livre. vous aviez Ah, mais pas- j'ai jamais allé au restaurant. Quand Voilà. j'étais gamin, on vivait pas au restaurant. Non, c'était pas du tout ces générations-là. Puis j'avais des parents, moi, qui étaient brocanteurs, qui travaillaient 7 jours sur 7. Ouais. Donc c'était voilà, c'était. Et puis on n'avait pas les finances pour ça. Mais par contre, dès que j'ai eu l'âge de le faire, en effet, je raconte cette histoire dans le livre. Ça fait faire plus de 30 ans que j'ai fait de la pub à Monsieur Tornadijo, qui était mon professeur principal et mon professeur de maths. Quand j'explique que je vais faire un apprentissage et que je pars faire de la cuisine, il convoque mes parents. Mes parents vont à l'école. Ouais. Convoque mes parents, je suis dans le bureau, il parle Ouais, de moi ouais, comme si j'étais pas là, mais je suis ouais, là. Il bien dit, sûr. il dit à ma mère, vous vous rendez compte, vous envoyez votre fils faire de la cuisine, alors qu'il peut regarde, faire Elles sont magnifiques. un vrai métier. Ouais. Mais- Ah, carrément, non mais osez dire ça. Mais- Aujourd'hui, mais- ce serait fou. Mais vous savez, lui pensait pas à mal. Ouais.
Lui pensait pas mal, il pensait à mon bien. J'étais bon élève, je devais avoir 13, 14, 15 de moyenne en mathématiques. C'était mon professeur de mathématiques. Peut-être que pour lui, un vrai métier, c'était professeur de mathématiques. Et il voyait un gamin un peu têtu qui voulait faire de la cuisine. Il pensait sincèrement que j'allais gâcher ma vie. Bon voilà, sauf que c'était le choix que j'avais fait. J'ai eu la chance, c'est pour ça que je l'ai dit que j'ai eu beaucoup de chance. Parce que j'ai eu la chance, déjà que mes parents me suivent, de rencontrer les bonnes personnes dans ce métier, qui m'ont pas dégoûté du métier et qui m'ont accompagné. Parce que on parlait tout à l'heure de la cuisine, de savoir faire la cuisine. Quand je commence la cuisine, je sais pas cuisiner. Non mais j'ai 14 ans, je rentre en apprentissage, je sais rien faire. Un peu des pâtes, des œufs, comme tout le monde. Mais je comme sais. les Italiens. Non mais voilà, je ne sais pas cuisiner. Non mais je ne sais pas cuisiner. Ce métier, je l'ai appris. Ouais, bien sûr. Jusqu'au titre de meilleur ouvrier de France et jusqu'à la Alors place de chef justement, de vous l'Élysée. commencez à faire de l'école, l'apprentissage, et vous retrouvez à l'Élysée assez tôt en fait. Alors, déjà c'est important la partie apprentissage. Pourquoi? Oui. Parce que moi je suis porte-parole des apprentis de France. J'ai en effet poussé pour que l'apprentissage soit reconnu comme une filière d'excellence comme elle l'est aujourd'hui. J'ai la chance, une fois de plus, je commence mon apprentissage, j'ai 14 ans. Et c'est une époque où on a une journée de repos par semaine. Où j'habite en banlieue, j'ai 1 heure de transport à l'aller, 1 heure de transport en Donc déjà retour. la notion de travail direct. Ouais, je pars de chez moi, il est 7h du matin. Je Donc rentre, à 14 ans, on je l'inculque, rentre quoi. par le dernier RER. Le nombre de fois où je m'endors dans le RER, donc c'est 7h, 1h les journées. Donc c'est pas une question de est-ce qu'on aime ça, c'est que on fait pas pas le choix, ces de toute façon. métiers-là Ouais. si on n'aime pas ça. Mais c'est pareil chez les boulangers, les charcutiers et sûrement plein d'autres métiers. Donc c'est en ça que c'est important. Et j'ai la chance de rencontrer la bonne personne, Johnny Benariac, qui a été pour moi Ouais, vous en parlez beaucoup. un deuxième père, un mentor. Mais je passe plus de temps avec lui qu'avec ma propre famille, c'est entre ça. 14 et 16 ans. Et surtout, au-delà de m'apprendre le métier, il ne me dégoûte pas du métier. Comme bon nombre de jeunes à cette époque-là sont dégoûtés du métier. Donc c'était quelque chose d'important. Et ensuite, c'est lui qui, en pensant à moi je serais resté chez lui toute ma vie. Il y avait un restaurant, petit restaurant, on faisait tout seul en cuisine avec Vous le n'aviez pas patron. une ambition particulière quoi. Mais non, Ouais. j'avais Ouais. des rêves comme tout le monde, mais Ouais. jamais à 14 ans je disais tiens je serai chef de l'Élysée. Ouais. Non, je voulais être cuisinier, avoir mon restaurant et je continue et c'est lui qui Mais me c'est dit ça non. le titre, à la table Ouais. du destin. Et c'est en Allez. fait le destin, c'est ça, c'est de rencontrer les bonnes personnes. Et je le dis souvent aux jeunes, vous savez, dans la vie il n'y a pas d'erreur. Par contre, ce qu'il faut, c'est assumer ses choix. Faites correctement votre travail, vous chercherez jamais de boulot. Je n'ai jamais cherché de boulot de ma vie. Ça a toujours été mon patron qui m'a recommandé à celui d'après. Et donc c'est lui qui me dit un jour, écoute. Lui, il avait fait les grandes maisons, le Plaza Athénée, le Negresco, ainsi de suite. Il me dit non, j'ai pas le droit de te garder. Il faut que tu ailles travailler dans des étoiles Michelin. C'est lui qui me dépose devant chez Le Divelec, un restaurant 2 étoiles Michelin à l'époque. Il me dit dis que tu as rendez-vous. Il m'attend dans la voiture. Il n'y a pas de téléphone portable. Le CV, on le tape à la machine à écrire. Pour les plus jeunes, vous regarderez ce que c'est une machine à écrire. Machine à sa femme, là où elle tape les menus, elle me tape mon CV. Il n'y a rien dessus. Sympa. Non mais Ouais. voilà. Et donc il me donne le truc et je vais chez Le Divelec. Et il lit pendant 10 minutes. Il n'y a rien. Il y a 2 lignes. Ouais. Il me dit Fait j'ai besoin de semblant. toi. Tu dois commencer le 1er août. C'est comme ça que j'arrive chez Le Divelec. Je vous passe un peu le truc et un jour, j'ai 18 ans, je reçois un papier chez moi. Bonjour monsieur Guillaume Gomez, vous avez 18 ans, vous devez aller Service. faire votre service militaire. Ouais. Bon, je vais voir mon patron, Jacques Le Divelec, je lui dis patron, il va falloir que je parte, faut que je fasse mon service militaire. Il me dit on n'est pas question, il y a du travail. Je dis oui, mais vous savez, en rouge c'est Ouais, marqué t'as que c'est pas le obligatoire, choix. sinon Ouais. c'est les gendarmes qui viennent. Il me dit je m'en occupe. Bon, il s'en est occupé, le ministre de la Défense, il venait manger, hop, je reçois un autre courrier Oui, chez c'est moi. un endroit où tous les 15 jours plus politiques tard, là, s'y tous retrouvaient. les politiques venaient. Et vous expliquez d'ailleurs que c'est là qu'a été prise la photo. Avec François Mitterrand et Mazarine. C'est Voilà. le premier président pour lequel Ouais. je travaille. Et c'est la première fois que je suis dans les coulisses d'un secret politique sans m'en rendre compte. Oui, Parce parce que qu'en fait, je c'était vis ça. organisé. Ce que vous expliquez, vous dites tout le monde Ah ben, est la là. photo est organisée. Voilà. J'ai rencontré plus tard le paparazzi qui m'a expliqué le truc. J'ai dit, Ouais. me dis pas à moi que t'as planqué pendant 8 heures parce Ouais. que nous, on n'avait pas Ouais. le droit de sortir parce qu'on savait qu'il y avait les photographes. On a aussi reçu Pascal Rostin qui était le patron de cet endroit-là, qui nous a fait semblant sur l'histoire et qui nous a dit mais non, c'était un pur hasard. Bah, Sébastien qui a pris la photo. Voilà, qui travaillait pour Rostin. Donc Sébastien qui a pris la photo, Ouais. qui vous fera une très bonne imitation de Jean-Paul Belmondo. Quand il me raconte un peu l'histoire, les coulisses et tout, j'ai dit, Il me prend pas pour j'ai un dit homme. c'est pas vrai. Ouais. Je dis moi je peux te dire que c'est pas vrai. Ah bon, pourquoi? Parce que nous on a instruction Ouais. de ne pas sortir parce qu'il y a une photo. Et quand mes parents découvrent la une de Paris Match, ils découvrent comme bon nombre de Français que le président a une fille. Et Ouais, quand ils bien voient que sûr, c'est devant bien chez sûr. Duvelec, ils disent mais tu le savais? Bah j'ai dit oui, je le savais. Parce que pour nous il n'y avait pas de secret. Ouais. Déjà il n'y avait pas de secret pour la photo, mais il n'y avait pas de secret. Il venait très souvent manger et il avec passait elle. pas par la cheminée. Non, Il non, non. traversait le restaurant, tout le monde le voyait. Et quand il prenait la commande, le maître d'hôtel il ne me disait pas pour l'invité mystère de la table X. Ouais. Vous vous retrouvez donc à l'Elysée. Je me retrouve donc à l'Élysée pour faire mon service militaire. Jacques Le Divelec me propose. Ouais. Comme je reste chez lui, il me dit je peux te placer soit à Matignon, soit à l'Élysée. Je n'ai aucune idée de ce qu'est Matignon Ah non. ou l'Élysée. Ah oui, parce que vous êtes hors du.
j'ai 18 ans, je travaille 17 heures par jour, hein. Je regarde pas les informations, je lis pas le journal. Enfin voilà, donc je sais vaguement de mes cours d'instruction civique que l'Élysée c'est le président, mais je sais pas où c'est dans Paris. Matignon, je sais pas non plus où c'est, je sais que c'est le Premier ministre. Je me dis le président, je me souviens de mes cours d'instruction civique, c'est au-dessus du Premier ministre, j'ai dit bon autant aller voir le patron. Voilà. Et donc c'est comme ça que je me retrouve à l'Élysée. Je dois y rester 1 an pour faire mon service militaire, j'y suis resté 28 ans. Merci coupé, c'était fini. Non, c'est pas Non, c'est pas fini. Alors là, il y a les. Ah oui, là, c'est les porcs. C'est quoi ceux-là? cochon. Porc pinoir du Pays Basque. Ça c'est les culs noirs, là-bas les quintois, et là-bas mes préférés, le porc noir de Bigorre. On va le voir. Ah bien sûr qu'on va aller voir. Et en marchant vers le port nord de Bigorre. Alors donc, au début, vous êtes membre de la brigade, mais vous Je êtes suis pas appelé du chef, contingent. Je suis évidemment. pas du tout chef. Non. Je suis appelé du contingent. Je suis reçu d'ailleurs le premier jour qui m'explique la brigade, qui m'explique comment ça va se passer. Je suis reçu par Joël Normand, qui est meilleur ouvrier de France, et qui lui m'explique qu'il est arrivé à l'Élysée sous le général de Gaulle. Et là, j'essaye de compter sur mes doigts, sur mes doigts de pied. En 97, c'est ça? J'ai fait en 97 et que lui, il a commencé en 58 à l'Élysée. Donc j'essaye de compter combien de temps ça fait qu'il est là. Et il voit que je suis un peu perdu. Il me dit, ça fait 36 ans que je suis là, ainsi de suite. Voilà. Et donc il m'explique tout ça. Et moi, je me dis, comment c'est possible de rester aussi longtemps dans une maison? Il doit voir la cuisine en noir et blanc. Moi, je fais 1 an, je m'en vais. Et c'est aussi pour ça que plus tard, lorsque moi j'embauche des jeunes, quand je passe, alors je vous fais vite, mais on y reviendra. Mais eux, ils doivent vous dire la même chose. Je suis là depuis j'étais là sous Chirac. Bah voilà, Et quand là moi aussi, ils comptent. Quand j'embauche des jeunes qui sont nés dans les années 2000, Ouais. que je leur dis que bah, moi je suis arrivé Ouais, les ici, petits, là. ils étaient pas nés. Tout Ça, c'est les petits Quint- Ça, c'est Non, quoi les tout ça, porcs c'est blancs les de- Pays Basques. Ouais, Pays Basques. Je sais pas où ils sont les porcs noirs, ils sont pas là, ils sont peut-être là-bas. Ils ont peut-être tous mangé. Comment ça va? Bonjour. Tu vas bien? T'es en forme, ouais. Bonsoir. Bonjour. Et Pardon, donc, excusez-moi, je vous serre la main. Vous savez où sont les porcs noirs ou pas? Les porcs noirs de Bigorre. ils sont là. Ah, Non, mais ils là, sont c'est ceux plus- qu'on ah, découpe. c'est fermé. C'est ceux qu'on découpe. Ah, Non, mais là, c'est les découpés. d'accord. Là, il veut les vivants, lui. Là, c'est les Ah jambons. oui, j'ai compris. Donc, quand j'embauche des jeunes qui sont arrivés après l'an 2000, qui sont nés après l'an 2000, et que je leur dis, là, c'est les Normands, Ouais. Bayeux. Oh là, il y a des belles bêtes là. Hein. Ah bah là, puis c'est le moment où on leur donne bien à manger. Là, ils sont Ouais. bien réveillés. La journée, ils sont un peu plus endormis. Ouais. Et donc, que je vois ça, c'est là où je me dis, bah, il est temps que je parte. Ouais. Parce qu'en fait, je suis en train de recréer le système dans lequel je suis rentré. Je comprends. Et c'est Et là où puis je me dis, déjà à l'époque, je me disais bon. Et puis finalement. oui, ouais, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que 25 ans auparavant, je me disais je reste pas, et que finalement, je suis resté parce que pas de routine, parce que bien évidemment, j'ai vécu l'histoire, j'ai changé de poste, je suis pas resté 25 ans au même poste. Mais justement, il y a 8 ans où vous êtes dans la brigade. Je suis dans la Et brigade. puis un jour, vous passez le concours de meilleur ouvrier de France. le Alors petit col avant bleu, ça, blanc, je rouge. fais d'autres concours. Oui, pardon, Jacques, Trophée je national saute du dans jeune le chef. temps. Et un jour, non parce que pourquoi? Parce que dans les concours, Ouais. c'est dans les concours où les chefs me disent, vous devriez tenter le concours de meilleur ouvrier de France. Ouais. Vous devriez tenter le concours de meilleur ouvrier de France. Moi, au départ, je me dis bon, le vieux il débloque. Ouais. Puis après, je me suis dit, ce serait un manque de respect que de ne pas le tenter. Après tout, vu qu'eux pensent que je dois y aller. Ouais, Mais ouais, comme j'avais ouais, l'intention de le faire, je me suis dit, ça va me servir d'exercice. Très peu réussissent le concours dès la première fois. Donc je me dis, pourquoi pas? Je le tente, je m'inscris. Je suis le plus jeune des 750 à passer le concours. Ouais. Mathématiquement, je suis le plus jeune finaliste et j'apprends en montant à Toulouse sur scène à récupérer mon col bleu blanc rouge par Paul Bocuse et Joël Robuchon. Ils me Rien que disent, ça. tu es le plus jeune lauréat de l'histoire à 25 ans et quelques mois. Voilà. Et donc ça, bien évidemment, ça booste ma carrière puisqu'à l'époque, je suis Oui, alors là, il y a chef d'équipe et là, je passe donc sous-chef de cuisine. Et une fois de plus, la Oui, mais- chance et et la en plus, temporalité. et la en bonne. plus, c'est un moment incroyable, c'est-à-dire que le chef de l'Élysée à ce moment-là s'en va. Part en retraite. C'est C'est quoi, pour ça c'est que 6 j'ai de mois la après chance. Ah non, C'est- je passe en janvier 2004, Ouais. je passe meilleur ouvrier de France. Il part en décembre 2004. Ouais, c'est ça. Donc, Donc, je suis janvier 2004, je passe numéro 3 de la brigade, Ouais. sous-chef, Avec le col. avec le col bien sûr. Et à la fin de l'année, moins d'un an après, le chef s'en va, le numéro 2 passe numéro 1, j'explique un peu tout ça. Ouais. Et du coup, je suis numéro 3, je passe numéro 2. Je travaille avec Bernard Vaution, qui est un homme formidable, qui prend le poste de numéro 1. Je suis son numéro 1 prime. Et on est un monstre à deux têtes pour piloter cette cuisine. Et ça dure pendant 10 ans. Et quand Bernard part en retraite 10 ans plus je tard, vous explique. Donc là, on est 10 ans plus tard sur 2012. 2013, ouais. 2013. Vous expliquez d'abord que c'est Bernadette qui vient me voir. Ouais. Ah, mais Ça, vous voulez ça vraiment m'intéresse. qu'on dise tout le livre alors? Non, mais pas tout le livre. Allons voir les cochons. Mais le moment non, mais on va trouver une petite place pour s'asseoir quelque part. Parce qu'il faut que vous m'expliquiez. D'ailleurs, je me demande, est-ce que avant de séduire le président avec votre cuisine, il faut séduire sa femme?
Non, vous ne devez pas séduire, vous devez faire votre travail. C'est-à-dire que Vous avez compris. Alors je retire le mot séduire. Convaincre sa femme non, parce plutôt que lui. ça peut pas être de l'esbrouf. Non. C'est-à-dire que vous avez un convive qui est là à chaque repas, c'est le chef de Oui. l'État ou sa femme. Et ça va D'accord. très vite. Alors est-ce que c'est sa femme qu'il faut Eh, avant tout convaincre? Écoutez-moi, vous m'écoutez pas. Oui, mais vous essayez de me dire c'est pas de la séduction. Non, nanana. c'est pas ça. Vous C'est savez que, bien que c'est pas le sens comment de ma est-ce que ça se question. passe? Comment est-ce que ça se passe? Oui. Il y a une élection présidentielle. Oui. Les Français choisissent Là jusque-là, je qui suis. va être votre patron. Oui. Puisque c'est ça. C'est Alors, vrai, je choisis en aussi, plus. mais j'ai Oui, une voix. Oui, oui, Et donc vous apprenez le soir à la télé, comme les autres, oui. Qui est votre nouveau patron? un petit peu avant, quand vous êtes à l'Élysée, parce Ouais. qu'on a Ouais, voilà, oui. le retour des renseignements généraux, des sondages, donc on le sait un petit peu avant les Français, en effet, ce qui va se passer. Comme nous les journalistes. Comme vous les journalistes, Ouais. puisque ça se passe en salle de presse, Oui, tout ça, exactement. pour se préparer. Mais si par exemple je travaille pas ce soir-là, ce qui n'est pas le cas quand vous êtes le chef, mais à l'époque où j'étais pas le chef, bah, j'étais comme tout le monde devant ma télé. Ok. Et vous savez, demain, votre patron c'est lui. Pas demain, parce Ouais, que mais l'investiture dans- se passe ouais, plus tard. ouais. Et donc quelques semaines plus tard, il y a une investiture. Et là, comment ça se passe? Il y a une investiture. Le président qui est là, il rencontre le président élu. Blablabla, blablabla. Oui. Il y en a un qui s'en va, l'autre il passe à table. Hein. Direct. Ah bah direct, ça se passe toujours Ouais. en fin de matinée, donc arrive un moment, il va manger. En Donc plus, il y a une petite réception dans l'investiture. bah, soit une réception au Petit moment de la cocktail, c'est ouais. des choix, au choix des présidents. Il y a des présidents qui ont d'accord. fait ça avec leur famille, il y Ouais. a des présidents qui ont fait ça avec d'autres chefs d'État ou d'autres premiers ministres. François Hollande avait déjeuné avec les anciens premiers ministres socialistes, Ouais. Lionel Jospin, Laurent Fabius D'accord, ouais. et Édith Cresson. Donc voilà, donc après c'est au choix. Donc vous devez tout de suite montrer votre capacité à comprendre ce que souhaite le nouveau président. Alors il y a un travail en amont avec les équipes, avec tout ça. C'était pas ma question. Bah, non mais c'est ma réponse. Je vous parle de sa femme. Et bah sa femme. bah, Est-ce déjà, que c'est sa quand il y femme en a qui, une. au fond, gère l'Élysée et qui gère le chef? Oui ou non, ça dépend de D'accord. ce qu'elles ont envie de faire. C'est-à-dire que quand vous êtes un employé de l'Élysée, comme le chef de cuisine ou autre, vous avez un travail à faire. Ouais. En fonction du travail que... Oh, on va quand même pas filmer McDonald's, on va aller par là. Non. En Ah oui. fonction du travail que vous voulez Ah, ça faire. vous plaît pas qu'il y ait McDo ici? Si, bah, attendez, ils sont pas, vous savez, vous passez la journée, ils arrivent à faire de la viande française, ils font des produits français, Ouais, ils font. ouais. Moi, c'est pas mon sujet, c'est pas ce que je défends. comprends. Mais en tout cas, si toutes les entreprises, si tous les restaurateurs français jouaient le jeu comme joue McDonald's, notre agriculteur D'accord. n'aura pas de problème. D'accord. Voilà, on passe à autre chose. Donc, tout ça pour vous dire que oui, la première dame, quand elle veut s'impliquer, bah, elle peut. Moi, en tant que chef de cuisine de l'Élysée, en tout cas, avec Brigitte Macron, j'avais, si c'est ça la question, Ouais. un rendez-vous hebdomadaire oui. toutes les semaines pour parler de l'agenda, des repas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, vous savez De la quoi? partie En effet, officielle on comme la raconte partie pas privée. comment Bernadette vous tacle parce que faut acheter le livre. Voilà, Oui. un petit teasing, faut acheter le Avec livre pour plaisir, savoir. et vous ferez une bonne action. Voilà. Oui, c'est vrai. Parce qu'on rappelle que le chef reverse aux associations, Alors, aux je écoles, suis c'est ça? plus chef. Ah oui, Guillaume, monsieur l'ambassadeur. non, comment on dit Guillaume. je reverse l'intégralité des droits d'auteur Ouais. aux associations qui financent une école au Cameroun, 2 écoles à Madagascar, avec la fondation École de Félix et la fondation Gacha. Et vous pourrez aussi savoir dans ce livre que le chef ne se laisse pas faire quand d'autres veulent lui piquer sa place, notamment au moment où il devient le vrai chef en 2013. Un chef étoilé célèbre, le nom n'est pas donné, essaie de lui piquer sa place et veut devenir chef de l'Élysée. Oui, bah c'est comme. Mais alors là, ça m'a surpris, je croyais que vous étiez rond, sympa, machin, ah bah, peut-être c'est vous pas êtes parce pas qu'on sympa est du tout. Là. bah, c'est pas être sympa que Ah, de là, pas vous, se laisser faire. là, vous avez... C'est pas être sympa que de pas se laisser Vous faire. avez Si dit- votre vous patron avez dit à m'appelle Hollande, après-demain ouais. en me disant écoutez, vous avez crevé l'écran, prenez la place, non, Ouais. vous ne vous laisserez pas faire. Non. Bon, bah donc voilà. Et Ouais. là, là, François Hollande, vous lui dites, faites bien gentil, monsieur le président. Mais si vous prenez l'autre, moi je m'en vais avec toute la brigade. Non, je dis pas je m'en vais avec toute la brigade parce que déjà j'ai pas ce pouvoir-là. Oui. Je dis juste que je me laisserai pas faire, Ouais. dans le sens où je suis déjà chef, donc il va falloir expliquer si vous voulez en prendre un autre, c'est pas un problème. Vous faites ce que vous voulez. Mais tous les présidents, vous savez, quand vous êtes chef de cuisine de l'Élysée, moi je suis pas fonctionnaire, il n'y a rien qui me destine à rester toute ma vie à l'Élysée. Oui. Je suis employé de maison. Vous achetez un appartement, il y a dedans un cuisinier ou une femme de ménage, vous en voulez pas, bah, vous Ouais. lui payez ce que vous lui devez, puis il s'en va. Oui, Et oui. c'est pas pour ça que voilà. Moi le président il arrive, s'il veut pas du chef de cuisine, il lui dit merci monsieur, c'était super, Vous mais j'ai pas comprenez. besoin de vous. Oui, oui. Mais c'est mon travail, il n'y a Ouais, pas de je problème. Par contre, me remplacer pour mettre quelqu'un d'autre, bah là, il faut expliquer pourquoi. Ouais. Alors que je suis le plus jeune lauréat de l'histoire des meilleurs ouvriers de France, alors que je suis déjà chef de vous aviez cuisine quelques arguments. et que je fais mon travail. Et accessoirement, quelques jours d'affilée, sans jour de repos, quelques semaines. Oui, vous dites que avec, vous avez un an de congé de retard. J'ai un peu de congé en retard. On va aller boire un coup. Venez, on se met là 2 secondes. J'ai des petites questions rapides sur l'Élysée. Je me les suis notées parce que je me suis dit, tiens, ça m'intéresse, je sais pas comment ça marche. Alors, venez, on se met là. On se met ici.
J'ai une petite question. Ah, vous avez bossé avant de Ouais. venir. Il y a 6 Donc, pages de est-ce que questions. vous êtes obligé de cuisiner les produits français? Vous m'avez dit oui. Mais Non. vous n'êtes pas obligé, Non, non, vous non, non. l'imposez. Je ne suis pas obligé. Rien ne vous oblige, quand vous Oui. êtes chef de l'Élysée, quand vous êtes dans les ministères, rien ne vous oblige à cuisiner français. Ouais. C'est juste que moi, je ne conçois pas mon métier autrement. Je ne sais pas ce que fait aujourd'hui mon successeur et mes prédécesseurs ne cuisinaient pas 100% français. Est-ce que vous avez des contraintes budgétaires? Bien évidemment. Mais ça, il n'y a rien de secret là-dessus. On non, est soumis à la Cour des comptes depuis la présidence de Donc Nicolas c'est pas Sarkozy. no limite. Ah mais il n'y a rien de limite dans la vie. D'accord. Donc et d'ailleurs si ça vous intéresse, je vous invite à lire le rapport de la Cour des comptes où j'avais les félicitations chaque année les sur la félicitations. gestion du budget des cuisines. D'accord. Le trou dans le budget, c'est pas les cuisines de l'Élysée. Ok. Ça a été toujours mené comme il fallait, en bon père de famille comme on dit, avec. Et vous savez, c'est assez facile parce qu'à l'Élysée, c'est 95 000 couverts par an à peu près, D'accord. pour donner une idée. Ouais. Et il y a personne ne choisit son menu à part le président de la République. Ah. Du secrétaire général aux agents, le chef impose le menu. Quand vous disiez D'accord. qu'on n'impose rien au chef, vous voyez, on propose le menu au président, il le choisit et les autres ne choisissent pas. Donc vous arrivez facilement à tenir un budget parce que personne ne mange pareil. C'est pas une carte de restaurant où chacun choisit. Alors justement, là, c'était une de mes questions. Comment on détermine le menu? C'est-à-dire que vous soumettez des menus au président qui les valide ou c'est lui qui dit carrément je veux ça? Non. Non, parce qu'il y a autre chose à faire. Vous êtes là, oui. Après, si, je sais pas, s'il a envie d'un poulet, je il peut vois dire vraiment tiens chef, bien. j'aimerais bien un poulet. ouais. Pas dans la minute, mais s'il dit tiens, c'est possible samedi prochain d'avoir ceci, pourquoi pas? Oui. On va pas lui dire non, on n'est pas là pour dire non. Ouais, mais ouais. par contre, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire D'accord. que. Non, mais c'est vrai, mais je pense que les il y gens a- savent pas, se disent, Non, mais bon. Un président de la République est quelqu'un qui a énormément de travail. Oui. Donc vous pensez bien qu'il peut pas passer 10 minutes par jour à choisir ce qu'il va manger. Oui. Enfin, il n'y a pas le temps pour ça D'accord. dans sa journée. Donc souvent, soit la première dame, soit des collaborateurs, soit même le chef peut imposer un menu en fonction du travail, des exigences, ainsi de suite. Et le président vous fait confiance pour ça. Et si non, on lui fait passer un parapheur avec les menus de la semaine, en 3 minutes, il a coché entrée, plat, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de manger. Voilà. D'accord. Et après, il peut y avoir des changements et des modifications. Parce qu'il y a les grands repas officiels. Bon, ça c'est évident. Là, il y a un travail immense. J'imagine qu'on met les petits plats dans les grands, c'est le cas de le dire. Pour les dîners Mais d'État. tous les jours. Comment c'est quoi? Eh ben, c'est- eh ben, Est-ce que ça ressemble, pardon, à une forme de cantine de l'Élysée où tout le monde vient manger et tout le monde mange comme le président? Non, personne ne mange comme le président, parce que pourquoi? Déjà, ce ne sont pas les D'accord. mêmes marchés. Les marchés publics ne sont pas les mêmes. Bien évidemment, pour le marché présidentiel, quand il reçoit la reine d'Angleterre, c'est un marché qui est différent parce que c'est des coûts qui sont différents. Non mais Je vais oui, pas mais vous ça dire. c'est un grand, ça c'est un grand repas. Mais justement tous les jours quand il vient là, Eh ben, ce eh ben, soir, pour le qu'est-ce qu'il quotidien, mange ça je peux pas vous dire. Voilà, parce que non, je mais sais pas. oui, mais comment ça se passe? Mais comment ça se passe? Le chef émet des menus en fonction des stocks, des achats. Non, les gens ne vont pas manger la même chose. Mais le président, pour le quotidien, j'ai déjà eu l'occasion de le dire plein de fois, ça peut être quelque chose de très simple. Ça peut être une salade, une soupe, des œufs au plat, Ouais. comme ça peut être Oui, ça y est. un filet de bar à quelque chose ou quoi que ce soit. Autre question. Comme tout le monde. Est-ce qu'il y a des demandes pour des régimes alimentaires? Est-ce que vous avez travaillé avec des diététiciens, des choses comme ça parce que moi si je mangeais au restaurant tous les jours, au bout d'un moment, c'est dire voilà. Et lui, le président, il ne doit pas manger au restaurant tous les jours, François mais il y a Hollande. tous les jours à chaque qui lui fait la François cuisine. Hollande, puisque vous l'avez cité, Oui, non, c'est vous qui l'avez cité. a dit une fois, lorsqu'on est sur une remise de prix, on m'a assez reproché qu'il ait pris du poids pendant le mandat. Hein. Ouais. Pas de ma faute. A dit une fois, Guillaume Gomez, c'est mon chef de cuisine, mais c'est aussi mon médecin, parce que c'est lui qui prend soin de moi. Parce que la première des choses, quand vous occupez d'un chef d'État, vous devez prendre soin, bien évidemment, de ce qu'il mange, de sa santé, faire attention aux apports alimentaires, qu'il y a assez d'énergie pour faire une journée de travail comme la sienne, et de faire attention qu'ils ne prennent pas trop de poids. Après, moi, je ne contrôle pas ce que se sert le président, ce qu'il mange et les à côté. Par contre, on fait attention à tout ça. Et alors, ça ne se voit pas, merci de le faire remarquer, mais j'ai fait beaucoup de diététique. Oui. J'ai pas dit que je me l'appliquais, mais oui, vous êtes formé normalement quand vous êtes le chef de cuisine. Tout chef de cuisine est un petit peu formé à ça, et quand vous devez prendre soin et les responsabilités, et notamment dans la restauration collective, puisque le chef de l'Élysée est un chef de restauration collective. Quand vous faites 95 000 couverts par an, Oui. si vous êtes un chef de Évidemment. la restauration collective, tous les chefs de la restauration collective, j'étais avec les chefs d'Elior aujourd'hui sur le salon, ils sont formés à ça. Vous devez avoir des menus équilibrés. Vous faites bien sûr attention à la saisonnalité et aux apports nutritionnels de vos menus et que ce soit équilibré. Est-ce qu'il y a des cuisines personnelles à l'Élysée? Est-ce que si le président a envie de se faire à manger, il peut? Est-ce que si Brigitte Macron a envie de se faire à manger, elle peut? Et comment ça se passe? Est-ce que ça arrive? Ou non, finalement, ils Ils peuvent, ont se, pas faire, le temps, ils et peuvent voilà. se faire à manger, ils ont du personnel Parce qui est qu'il y là a des pour gens ça. qui adorent ça, Non, cuisiner. mais, Enfin, oui, mais ça, voilà. ça a été ma discussion avec Brigitte Macron au Vous début du l'expliquez mandat. à la fin du livre. J'ai dit, s'il y en a bien un dans cette maison qui peut comprendre que vous aimez cuisiner, c'est moi. Ouais. Par contre,
contre, ce qui est sûr, c'est que vous ne pourrez pas aller faire les courses après-demain et acheter ce que vous voulez et cuisiner et ainsi de suite. C'est pas comme ça que ça se passe, parce que la réalité n'est pas celle-ci. Quand vous êtes un chef d'État, vous n'êtes jamais seul. Il y a, je rentre pas dans les détails, mais il y a énormément de monde. L'aide de camp, le médecin, la sécurité. Bien sûr, Donc en fait, nous on est là pour faire à manger au chef de l'État, mais on est également aux équipes. Voilà. Donc en fait, c'est pas. Mais donc c'est votre possible vie- si un président a envie de se dire bah moi ce soir j'ai envie de le me faire président, plaisir et faire plaisir mais à il ma fait ce femme. qu'il veut. et S'il voilà, veut se faire il un peut. café, il se fait un café. Oui. Maintenant, je raconte l'anecdote. Je ne sais pas si je la raconte dans le livre, mais par exemple, François Hollande, première semaine, premier jour. Le soir, je suis avec le jeune à l'argenterie, c'est là où il y a les plats en argent et les assiettes, où on décide de la vaisselle qu'on va utiliser le lendemain. D'accord. Et là, le président arrive à l'office. Bonjour, il se présente. Vous l'imitez bien. Si, vous avez pris une petite imitation sur le bonjour. Bah, il se présente, il Oui. explique, je suis François Hollande. Oui, on a suivi. Julien, est-ce qu'il vient de l'imiter? Oui, bah Julien rigole. Oui. On a suivi et il dit est-ce que je pourrais avoir un morceau de pain? Ouais. Ah, bien sûr, monsieur le président, on donne un morceau de pain. Voilà. Ouais. Le lendemain, je dis au chef de l'argenterie, sois là parce que le président hier est passé chercher un morceau de pain. Je lui demande pas ce qu'il va en faire, il veut un morceau de pain, il veut un morceau de pain. Et là, le lendemain soir, rebelote, 19h, 20h, le président il arrive à l'office, bonjour, ah bah, morceau de pain. Bah, je lui Après, explique. on va pas s'étonner qu'il ait pris du poids, il mange du pain. Mais c'est Oui. bon le pain, on a Oui, classé oui. la baguette avec l'esco. Et je lui dis surtout, monsieur le président, vous savez qu'il y a, enfin, si vous voulez Ouais. du pain, enfin vous nous le demandez, on vous l'amène. Voilà, et donc c'est tout ça qu'un président quand il arrive, en fait il ne s'appartient plus. Il rentre dans un mouvement, dans un domaine où il travaille 24 heures sur 24 avec des agendas qu'il ne choisit pas toujours. Enfin, il donne des directives, mais enfin voilà, il doit aller faire énormément de choses. Donc bien évidemment que la partie manger, il ne doit pas se poser la question de savoir tiens qu'est-ce que je vais manger Et aujourd'hui. Nicolas C'est- Sarkozy, c'est quand même il pas. arrive, il dit bonjour comment? Il dit bonjour chef. Dommage, Je vais pas vous faire des imitations. Non, mais je suis sûr que vous êtes bon imitateur. Bon, on va boire un coup pour finir notre interview quand même. Vous en parlez dans le livre, et ça c'est vraiment, je pense, une des questions que je me suis dit, celle-là, pour tout le temps que je lui pose. Vous dites que s'approcher du pouvoir, ça peut rendre fou. Bien sûr. Donc le pouvoir rend fou. Non, le pouvoir rend pas fou, il faut y être préparé. Ouais. Je pense qu'un homme politique qui se prépare à des fonctions Oui. suprêmes, à quel moment vous décidez que vous allez avoir autorité sur X millions de personnes? Voilà, donc je Mais- pense pas que le pouvoir rend fou, je pense qu'il faut y être préparé. Par contre, ce qui rend fou, c'est les gens qui sont dans l'entourage du président, qui pensent, sous prétexte qu'ils touchent le président, qui sont le président. Ou parce que le président le tutoie ou leur dit bonjour, que ça y est, il faut se prendre d'autres. J'en ai vu plein, éclater en vol, en Est-ce 28 que ans. vous participez, vous, chef de cuisine de l'Élysée, à la déconnexion des présidents de la République du reste du peuple? Parce qu'ils sont dans un environnement royal. Le système fait ça depuis la Révolution. On a coupé la tête à nos rois et on a laissé les hommes élus du peuple dans les mêmes lieux. Oui, Quand vous et vous avez arrivez, participé à ça, en les on a servant tous, tous les mais on jours, a tous participé à ça. l'argenterie, Non, mais on a tous participé à ça, bien Ouais. évidemment. Quand vous êtes un chef d'État, un ministre, que vous arrivez dans un palais de la République, c'est pas la vie réelle des gens. Mais ça, c'est pour ça qu'il faut le savoir. C'est pour ça que je pense qu'il faut toujours qu'ils aient une connexion avec des gens qui vivent la réalité des gens. Et c'est à ça que sert souvent la famille des présidents de la République. Et est-ce que vous le pensiez ça quand vous y étiez, en vous disant bah ouais mais là je vais Bien évidemment, oui, quand vous travaillez dans le quotidien des chefs d'État, vous vous rendez pas compte, vous vous rendez bien sûr compte, de la chance qu'est la vôtre, Ouais. de vivre ces moments-là, et l'univers dans lequel vous êtes. Moi, je le dis dans le livre, j'ai pris l'avion la première fois de ma vie, j'avais 20 ans. Depuis, j'ai pris l'avion. Un petit peu, dans des conditions parfois pas comme les autres. Ouais. Bien évidemment, vous vous rendez compte que c'est pas le. Vous savez, il y a cette blague qui dit vous vous rendez compte que vous êtes plus ministre quand vous asseyez à l'arrière de la voiture et qu'elle démarre pas. Ouais. Bah voilà, un président de la République, un ministre, c'est quelqu'un qui le matin prend pas ses clés, qui se pose pas la question de savoir si quelqu'un sera là pour lui ouvrir la porte. Donc bien évidemment. mais vous vous interrogez vous sur votre rôle dans tout ça. Bien sûr, je m'interroge. Déjà parce que j'aime la psychologie, j'aime la philosophie. Je fais un peu de pub, j'ai fait un autre livre avec Gabriel Alpern, qui est une philosophe, sur la place du repas dans la société, comment est-ce qu'on fait société. Donc bien évidemment, on s'interroge sur tout ça. À quel moment est-ce que l'on veut changer ça et à quel moment est-ce qu'on continue, on y contribue. Après, moi, je me suis pas posé la question de savoir si ça déconnectait les gens, les repas que vous faites. Oui. Vous êtes là pour faire votre travail, pour mettre en avant le fruit de notre gastronomie française et de faire le mieux que vous puissiez faire dans le temps qui vous est imparti avec les moyens qui vous sont donnés. On y va? Allez, prendre un verre, vous connaissez tout le monde vous ici? Tout le monde vous arrête hein? Tout le temps, partout? Je suis pas venu pour vous en fait, faut que je vous Ouais. avoue. Ah non, mince, Faut que je vous pensais. Non, pas du tout. Vous voyez, regardez, ça y est, fin de la légende. Je voulais que vous disiez ce que c'est. Ça a été le chef de l'Élysée pendant 25 ans. Sécurité de l'Élysée.
Non, chef de cuisine. Le reste, c'est pas moi. C'est incroyable. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Donc oui, donc ce que je vous disais, c'est que je suis pas venu au salon que pour vous. Ouais, je vois Donc, ça. je le fais depuis des années, donc en effet, il y en a beaucoup. Voilà, je sais pas si on va pouvoir s'approcher d'eux. Non, on va faire le tour. Ouais, on va passer par là. Bon. Donc Alors, oui. aujourd'hui, donc vous avez été ambassadeur de la gastronomie, vous avez été chef, évidemment, on en a longtemps parlé. Aujourd'hui, vous avez quitté tout ça, il y a une grande question que je vous pose, pourquoi vous ne rouvrez pas votre restaurant? Ah, parce que déjà, alors pourquoi? Vous savez, quand vous avez, une fois de plus, je pense que c'est une chance. Rien ne me destinait à avoir la carrière qui fut la mienne. Oui. Quand vous avez vécu ça, aller dans un restaurant pour être limité en termes de capacité, en termes de, j'aurais jamais des clients aussi prestigieux ceux que j'ai servis. J'aurais jamais les moyens, j'aurais jamais une brigade comme j'ai eu. J'aurais jamais tout ça. Donc, je quitte. Pourquoi est-ce que je pars de l'Élysée? Une fois de plus, je l'ai pas subi, je l'ai choisi. Oui. J'ai arrêté. Si j'avais voulu continuer de faire ce métier-là, Oui. ben, j'aurais continué à l'Élysée. Avoir Oui, son mais restaurant. voyez bien que c'est pas tout à fait la même chose. Mais non, c'est pas la même je vous chose. embête. Mais c'est- non, il y a un vous m'embêtez confort, pas. il y Mais a si un j'avais confort, voulu- vous n'avez pas le risque du client, d'une Ah non, entreprise je suis qui pas marche d'accord pas. avec vous. Je suis pas voyez d'accord tout avec ça. vous. Non, non, c'est pas Vous un n'avez pas le confort. risque de la critique, de perdre une Ah étoile. bah, bien sûr, Vous voyez il ce n'y que a je pas veux dire. d'étoiles, mais il y a d'autres contraintes, il y a d'autres choses. Et croyez-moi Oui. que les Oui, chefs mais de c'est un autre cuisine, défi. les chefs de cuisine qui ont leur restaurant quand ils Oui. sont venus travailler avec nous, ah bah, ils veulent surtout pas de ma place. Donc, Oui. c'est autre Oui. chose. Oui. Donc Ouais, mais moi je me dis, bah tiens, il aurait envie, le chef non, Gomez, non, mais j'ai pas envie. Mais si j'avais Ça eu envie, m'étonne. vous Est-ce qu'il voyez, y a- ça fait 2 heures qu'on est ensemble, vous n'avez Ouais. toujours pas compris. Si j'avais eu envie, Oui. mais je l'aurais fait. J'ai eu envie un mais matin, j'essaie de comprendre j'ai eu pourquoi vous envie. n'avez pas eu envie, alors. Et ben parce que j'avais plus envie de faire. J'ai fait ce métier avec passion pendant 30 ans, 7 jours sur 7, les petites journées faisaient 15 heures. Ok. Un jour, j'ai dit, je veux faire autre chose. Je ne prends plus de plaisir à faire ce que je fais. J'aurais pu être, j'en sais rien, artiste peintre ou éleveur de poney. Oui. J'ai décidé de faire différemment. Est-ce que, dites-moi honnêtement, est-ce qu'il peut y avoir une Mais petite... tout ce que je vous dis, ça Oui, va, mais tout à je l'heure. sais, mais est-ce qu'il peut y avoir une petite crainte? Qu'un barracuda. Barracuda. Vous pensez? Tu vas bien? La télé. Bonjour, pardon, on est Non, en direct sur le pas de Figaro. souci. Ouais, Ça va? bien, Ça se passe bien? très bien. Enfin, vous travaillez avec lui, c'est pour ça que je le connais. C'est pas vrai. Ah oui. Ah si, c'est vrai. Il a une tête de moteur. C'est l'ancien président de la République. Ah, c'est vrai. Ah oui, Ancien d'accord. conseiller. Elle est là? Clem, bien. Tu l'embrasses. Attention, il y a un micro Attention, il y a juste un là, micro. faut pas dire de bêtises. Il a envoyé nos photos. Vas-y. Ah, mais non, mais en mixant, c'est qui mixe. C'est un pote de Dax qui mixe. On va voir. Il a envoyé nos photos. Bien sûr. Il faut qu'on se rencontre quand vous venez ici. C'est vrai? Les chefs, Chaque vous fois, nous c'est emmenez que où là? Là, on peut pas vous dire où on vous emmène. Ah, ok. Il y a un truc qu'on oublie souvent au salon, c'est le mérito d'Internet. Il faut y aller. Les pas de millions. Eh oui. Bien sûr. Quand j'ai envoyé ça à Clem, on va pas. Et par contre, pas de caméra. Pas de caméra. C'est au black là. T'as enregistré, c'est Figaro. Ouais, il y a le micro. Barracuda. Bah, j'aime bien ça. Moi j'aime tout moi. Alors, c'est toi qui lui avais envoyé les madeleines de date. C'est ça, pas, mais c'est pas grave. En fait, bien sûr que je m'en rappelle. En fait, on va arrêter là l'émission, chef. Je crois qu'on a fait le tour. Attends, je vais mixer. Ah, voilà, c'est faut ma mixer. carrière de Allez, DJ. c'est parti. Tu vas pas nous emmerder avec ça, on est entre amis là. Sirène qui borde Alexandrie chante encore la même mélodie. Oh, oh, oh. Lumière. J'ai les conseils maintenant de piano. De ma jeunesse. Chef, Allez, merci pour cette soirée. Attendez, on veut vous voir en direct mixer.
mixer, hein, vous l'avez promis. Là. Mais lui, le casque, je sais pas faire, faut que tu me fasses. Fais le casque. Ouais, et je fais quoi? Tu me baisses surtout celui-là. Vas-y, baisse celui-là. Et tu laisses tourner là. Voilà. Et là, tu laisses tourner. Voilà, parfait. Mixé. Ah, c'est un métier, DJ. Mylène Farmer, c'est ça. Bientôt. Salut, pas moi, Sven.